Je tiens en préambule à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce débat. Et je pense à toute l'équipe de la Fondation. Et je remercie aussi le collaborateur de François Ruffin qui eux aussi ont participé à l'organisation de ce débat. Et grâce à qui ce débat est filmé. Et merci au public d'être présent si nombreux pour cette rencontre que j'ai envie de qualifier, et je pèse bien mes mots, d'exceptionnelle. Nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir deux invités de grande qualité, Thomas Piketty et François Ruffin. Merci d'être là. Je vous remercie d'autant plus que vous avez accepté, vous avez rapidement et avec intérêt accepté la proposition de débattre ensemble. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter, tant que vous êtes deux figures notoires du débat public, si notoires d'ailleurs qu'on peut se dispenser de la traditionnelle première partie introductive et biographique des intervenants. Néanmoins, je voudrais préciser un point. Je veux souligner tout l'intérêt, qu'il soit d'ordre intellectuel ou politique, de vous entendre débattre. Par là, je veux attirer l'attention sur la complémentarité de vos deux profils respectifs. François Ruffin, tu es journaliste, et depuis 2017, tu es député. Et sur la question qui va nous occuper ce soir, à savoir celle des inégalités entendues au sens large du terme, et on va y revenir en détail, et celle des discours qui les justifient, ton point de vue, ton regard, pratique, du point de vue précis qui est le vôtre, ancré, sera intéressant à entendre et à écouter ce soir. Thomas Piketty, tu es un universitaire, et sans vouloir te réduire à cette étiquette, puisque tu es un citoyen politiquement engagé, ce qui transparaît dans ton dernier livre, Capital idéologie. Tu es un universitaire, je le disais, un homme de recherche, de laboratoire, de données empiriques. Et votre voix, votre présence ce soir, va permettre d'établir le débat sur des bases bien étayées et bien solides. Bref, pour récapituler, synthétiser, je veux dire que nous aurons l'occasion ce soir d'avoir un point de vue pratique et un point de vue théorique et empirique, et empirique au sens universitaire du terme. Ceci étant précisé, je vous propose de lancer le débat. J'ai une première question préliminaire et qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas en réalité. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais poser la même question à vous deux. Alors, Thomas Piketty, pourquoi tu as accepté ma proposition de débattre avec François Ruffin? Je précise juste pour que tout le monde soit au courant ici, et d'ailleurs même François Ruffin, tu vas découvrir en même temps avec le public. Nous avons réalisé une interview, et à la fin de l'interview, on a lancé l'idée d'un débat. On a proposé quelques noms. Sur quelques-uns, on était sceptiques. Et dès que j'ai prononcé le nom de François Ruffin, tu as tout de suite accepté. Alors pourquoi? Oui, alors, d'abord, merci à toi d'organiser ce débat, merci à tout le monde d'être là. J'ai accepté tout simplement parce que François Ruffin fait partie des rares personnes qui, à gauche, apportent un air neuf, quelque chose de nouveau, et on en a vraiment besoin. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment rafraîchissant dans la mélange de François Ruffin. Comme tout le monde, j'ai vu Merci Patron, j'ai appris à connaître Fakir, ma maman, institutrice à la retraite, on aimerait voir, Gabriel Fakir, me parle de chacun de ses articles, etc. Donc disons, ça fait partie des personnages qui ont marqué le débat des dernières années, et qui, à gauche, voilà, à tous les âges, ma maman institutrice à la retraite jusqu'à mes filles adolescentes ou jeunes adultes dans la salle, qui suscitent de l'enthousiasme. Je le vois, j'ai toutes ces personnes, moi-même j'ai cet enthousiasme, et donc voilà, j'ai tout de suite eu envie de parler. Donc moi, c'est vrai que mon profil est différent, je suis chercheur en sciences sociales, j'écris des livres, mais je crois dans les livres, je crois dans les idées. En même temps, je sais bien que voilà, les livres tout seuls ne suffisent pas. On a besoin de ce type de discussion, on a besoin de travailler ensemble, d'avancer, de réfléchir ensemble. Et donc voilà, je suis très heureux d'être là ce soir pour le faire. François Ruffin. Je vais envoyer les compliments. Thomas Piketty apporte des idées neuves dans le débat public, c'est vrai. On s'était déjà vu, alors lui il n'a pas oublié parce que moi j'étais un petit reporter à la base j'y suis, moi je l'avais déjà rencontré pour une émission sur l'impôt. Et donc il est évident que quand on pose le mot égalité, c'est ça dont on doit parler, il est au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et quand ce mot s'effrite,
Quand il commence à se déliter, c'est la République qui s'écroule. Et je pense qu'il est de ceux, avec ses livres, qui essayent de le faire tenir, ce mot égalité au milieu, notamment avec la question de l'impôt. Et voilà, donc pour moi, il y avait l'évidence que si la proposition m'était faite, j'acceptais un débat avec Thomas Piketty. Par ailleurs, bon, j'ai pas lu, je vais dire la vérité parce que je suis un élève consciencieux, j'ai pas lu le dernier bouquin en entier, j'en ai travaillé des chapitres, ainsi de suite, mais j'ai pas tout lu. J'avais lu le précédent parce que j'avais plus de temps à l'époque, j'étais pas député, et donc je conçois ma place, mais déjà avant, comme journaliste, en ayant un pied sur le terrain et la tête sur le terrain et les jambes sur le terrain et la tête dans les idées. Parce que si vous n'avez que le terrain, il y a le risque de déprimer. Parce que le social, il est déprimant. Les gens confrontés à la réalité, le réel, c'est le réel et ça enferme dedans. Et donc à un moment, il faut des gens qui vous amènent à regarder vers un horizon, vers un passé, vers un avenir, pour pouvoir tirer les gens qui sont les pieds dans la gadoue vers autre chose. Donc je me suis toujours considéré comme étant en tension, quelque part, entre ces deux univers, entre la réalité telle qu'elle est et la réalité qu'on se doit de dépasser. Et Thomas Piketty est l'un des hommes qui aujourd'hui, l'un des intellectuels, qui nous permet d'avoir des perspectives pour dépasser cette réalité. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai une première question pour vous, Thomas Piketty. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce bouquin prolonge le précédent? Et deuxième question corollaire, je voudrais que vous commentiez une phrase qui, à mon sens, résume bien la thèse de votre livre. Vous dites que l'inégalité n'est pas économique ou technologique, elle est idéologique et politique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aussi par là, et précisément par inégalité idéologique? Alors, ce livre essaye de développer une histoire ce que j'appelle les régimes inégalitaires, c'est-à-dire des différents systèmes de justification des différents niveaux d'inégalité ou d'égalité à travers l'histoire. Et j'insiste effectivement sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme économique, technologique, il n'y a pas non plus de déterminisme culturel ou civilisationnel qui ferait que certains pays seraient voués à l'égalité pour toujours. Et ce sont d'abord des mobilisations sociales, politiques, idéologiques, avec des débouchés institutionnels précis qui permettent, souvent beaucoup plus vite que ce que l'imaginent les élites des différentes époques, de transformer la société. Et c'est vrai que les groupes dominants ont toujours tendance à naturaliser les inégalités, c'est-à-dire à les présenter comme naturelles, découlant de lois quasi intangibles et qu'on pourrait prétendre modifier sans créer d'immenses malheurs, d'immenses chaos. Sauf que la réalité historique, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est changeante, elle est pleine de surprises, elle est pleine de transformations extrêmement rapides. Je montre comment des pays qui étaient extraordinairement inégalitaires, comme par exemple le Royaume de Suède jusqu'au début du XXe siècle, en très peu de temps, suite à une mobilisation sociale syndicale, se transforment en pays relativement égalitaires, en tout cas, même s'il ne faut pas magnifier ce qui a été fait en Suède, relativement à d'autres pays. Et donc il y a plein de retournements comme ça que je décris dans l'histoire et qui démontrent l'idée de déterminisme. Je conclus le livre dans la conclusion, je rappelle la fameuse phrase du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels disant toute l'histoire de toutes les sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui n'a été que l'histoire de la lutte des classes, et de façon en partie ironique, je la détourne, je la contourne en disant l'histoire de toute société humaine jusqu'à nos jours a été l'histoire des idéologies et de la quête de la justice. Alors évidemment, c'est les deux à la fois. L'histoire, c'est à la fois la lutte des classes, la lutte des idéologies. La lutte des classes, elle est le conflit social, la conflictualité sociale et les mobilisations sociales sont essentielles. C'est-à-dire qu'on a besoin des élections, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre de François, Il est où le bonheur, c'est que François rappelle que les grandes transformations dans le passé ont souvent eu besoin de succès électoraux, de mobilisation électorale, de rapport de force sur le plan politique, mais on a aussi également besoin de mobilisation sociale, d'appropriation citoyenne sociale, et si on a juste un parti qui transforme les élections avec un programme plus ou moins clair et très peu d'appropriation et de demande sociale, de changement, à lui tout seul, ce gouvernement porté par les urnes n'a pas la force de transformer. J'aime beaucoup la façon dont l'approche de
François, dont il insiste dans son livre sur le besoin vraiment de concilier les deux, la mobilisation sociale et la lutte électorale pour gagner les élections et prendre le contrôle du pouvoir et pas le laisser avoir. En même temps, moi j'insiste, je ne sais pas si c'est une différence, parce que je pense qu'en fait on serait d'accord là-dessus, j'insiste aussi sur la dimension, au-delà de la lutte des classes, du conflit social et électoral, sur la dimension lutte idéologique, parce que je pense que ce serait une erreur de penser que sur des questions de ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour transformer la propriété capitaliste, le régime de propriété, qui est vraiment au cœur de la réflexion de ce livre, mais aussi qu'est-ce qu'on veut faire sur la justice éducative, sur la justice fiscale, le régime des impôts, qu'est-ce qu'on veut faire sur le régime des retraites, d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut faire sur le régime de frontières, l'organisation de la mondialisation, des relations entre pays européens. Sur toutes ces questions, je pense que ce serait une erreur de penser qu'on sait parfaitement ce qu'on veut faire et que ce sont simplement des groupes financiers occultes ou parfois très visibles qui nous empêchent de le faire. Alors évidemment, ces groupes existent et ces groupes s'opposeront toujours, et s'il n'y a pas un rapport de force et une mobilisation sociale, une conflictualité sociale, le rapport de force ne changera pas. Mais il faut prendre au sérieux la question des idées, des idéologies et de ce qu'on veut faire à l'issue de ce rapport de force. Parce que toutes ces questions sont très complexes et parfois la solution consistant à dire, bon, en gros, on verra après que le rapport de force aura permis le changement, toutes les grandes choses qu'on fera, c'est quand même risqué. Et dans l'histoire, ça a évidemment parfois conduit à des désastres dont on continue aujourd'hui de payer le prix. Hein. Et pour reboucler sur ta question initiale sur le rôle du changement politique et idéologique, moi j'insiste dans le livre sur le fait que à la fois la réduction des inégalités au XXe siècle et la remontée depuis les années 80-90, ça a été des bouleversements idéologiques majeurs. Donc dans la réduction des inégalités qui était énorme jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui, sans les chocs très violents de la Première Guerre mondiale et la révolution bolchevique aussi, le régime communiste soviétique a mis une pression sur les pays capitalistes qui les a, d'une certaine façon, a contribué à obliger une partie des élites politiques, économiques, financières à accepter les réformes sociales et fiscales entre 1914 et 1945 et surtout après 1945 en France, avec le programme issu du Conseil national de la résistance. C'est vraiment tous ces chocs très violents entre 1914 et 1945 qui ont permis de changer les rapports de force et de permettre cette réduction des inégalités. Et à l'inverse, à la fin de la période, dans les années 80-90, ce qui va conduire à la remontée des inégalités au cours des 20-30 dernières années et un retour en force d'un discours hyper-capitaliste néo-propriétariste, c'est en partie l'effondrement du communisme et de l'Union soviétique. Et de ce point de vue-là, on n'a pas fini de payer le prix de ce désastre. Et il faut bien voir aujourd'hui à quel point les pays post-communistes, en particulier la Russie poutinienne, c'est un endroit où vous avez pour le coup, par exemple, plus aucun impôt progressif sur le revenu, c'est 13% l'impôt sur le revenu, que vous ayez 100 roubles par mois ou 1 milliard d'euros par mois. Il y a 0 impôt sur la succession. Vous avez un petit groupe d'oligarques qui commence par s'approprier toutes les ressources naturelles, etc., qui après se transmet tout ça tranquillement sans aucune forme d'impôt. Et en Chine, c'est pareil, la Chine, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Hong Kong, dont on a parlé récemment, c'est quand même un cas inouï d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et qui a supprimé en l'occurrence tout impôt sur la succession, après être devenu communiste, enfin en tout cas après s'être passé sous la coupe du parti communiste chinois. Et donc le fait que ces deux pays, la Russie et la Chine, qui à un moment ont voulu abolir toute forme de propriété privée, se retrouvent aujourd'hui à la pointe de l'hypercapitalisme, et avec, enfin c'est quand même fou, le truc de Poutine, 13%, que vous ayez 100 euros par mois ou 1 milliard d'euros par mois, même Trump, il n'ose pas proposer ça. Hein, même Trump, ils se sont obligés de dire on va faire 5% sur les plus pauvres et 25-30% sur les entrepreneurs comme moi. Bon, il est assez gonflé de proposer, mais au moins il a moins loin que la Russie. Et donc le fait que la Russie post-communiste, la Chine post-communiste soit finalement vraiment le fer de lance aujourd'hui de l'hypercapitalisme, des paradis fiscaux, de vraiment l'abandon de toute perspective égalitaire, montre les dégâts causés par le désastre communiste. Et donc c'est une raison supplémentaire pour que, voilà, on ne peut pas attendre la révolution, le grand soir, le rapport de force pour débattre très précisément de ce qu'on veut faire. Par exemple, ça oblige
à beaucoup débattre à l'avance de ce qu'on veut faire la prochaine fois. Hein. C'est-à-dire on a besoin de dire voilà, comment, et c'est cette incapacité après la révolution bolchevique de savoir ce qu'on allait faire finalement de la petite propriété privée, et comment allait fonctionner la propriété publique. Est-ce que c'est l'État hyper centralisé qui décide de tout? Est-ce qu'on se repose sur les syndicats, sur les salariés, mais suivant quelle modalité? Tout ça, voilà, on va y revenir, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'on a besoin de débattre de ces questions-là, du régime de propriété, de l'organisation d'un système économique alternatif, parce que ce serait faux de penser qu'on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire, qu'on sait comment faire, et qu'il y a juste des forces financières qui nous en empêchent, mais qu'il suffirait de les terrasser pour que le bonheur arrive et on sache tous tout mettre en place, tout ça. Donc, il faut prendre au sérieux les idées, les idéologies, la bataille idéologique, et en complément, évidemment, avec la conflictualité sociale, la mobilisation sociale. Je vais rebondir sur pas mal de points. On va passer la parole à François Ruffin. Oui. Je pense que là-dessus, c'est pas la peine de chercher une ligne de clivage, il n'y en a pas. On en trouvera d'autres éventuellement ensuite. Mais sans humour, c'est vrai, je pense qu'il y a. Mais je dirais même qu'aujourd'hui, la bataille sociale, elle ne peut se mener que s'il y a une idéologie, que s'il y a un imaginaire. C'est-à-dire s'il y a de l'envie et s'il y a la possibilité de dépasser le réel, et y compris par exemple la bataille des retraites, souffre sans doute d'un manque d'imaginaire, d'être une résistance à ce qui nous est proposé, mais pas un basculement ou un appel à aller vers autre chose sur les retraites. On y reviendra mais ta question, que veut-on faire la prochaine fois? Ça me ramène, moi, à la crise de 2008-2009. On a là la chute de l'ordre libéral avec la crise de subprime. Et y compris les plus libéraux se retrouvent à être à la télévision avec un espèce de fouet à clous, à se battre la coulpe comme ça, en disant on recommencera plus, c'est fini, c'est promis. S'en suivent, et c'est là où on va être d'accord, s'en suivent 3 manifestations. 3 manifestations avec 1 million de personnes à chaque fois dans la rue, au printemps 2009. C'est énorme. Et l'ordre est à terre quelque part. L'ordre libéral, l'ordre imaginaire, il est à terre. Mais la seule revendication commune à l'époque est « nous ne payerons plus leur crise ». Autant dire, c'est vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas à ce moment-là 3 idées sur qu'est-ce qu'on fait des banques. Socialisation ou pas socialisation. Qu'est-ce qu'on fait de la monnaie, avec fléchage ou pas fléchage au niveau par exemple de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on fait du commerce? Est-ce qu'on réduit est-ce qu'on augmente la dose de protectionnisme? Il n'y a pas de réponse commune à ce moment-là dans les organisations de gauche, dans les associations type ATTAC et ainsi de suite. Dans les syndicats, il n'y a pas, je dirais, infusé une idéologie commune qui ne soit pas un truc compliqué, qui peut mettre pas très sophistiqué, mais il n'y a pas, en gros, quelles sont les réponses qu'on apporte. Et moi, je crois que c'est l'un des enjeux qu'on a pour les temps présents. C'est-à-dire qu'il y a en effet une série de successions d'échéances électorales. C'est un moment qu'il ne faut pas négliger. Il y a 2022 qui est en ligne de mire, c'est clair. C'est le moment normal du moment où ça va se décider démocratiquement. Maintenant, il est possible qu'on ait un autre moment. Il est possible qu'on ait un moment de chute d'une crise qui s'ouvre. Et la crise, c'est à la fois une catastrophe, mais aussi c'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Et ce que je vois, c'est qu'en 2008-2009, on n'a pas été à même de rentrer dans cette fenêtre d'opportunité pour imposer nos idées au moment où il n'y avait plus qu'à les mettre sur la table, si jamais on avait eu un accord entre, grosso modo, des trucs qui traînent dans les têtes communément de tout le monde sur ce qu'on fait avec les banques, ce qu'on fait avec la monnaie, ce qu'on fait avec le commerce. Il n'y avait pas de réponse commune. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, l'un des objectifs qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y ait la diffusion d'une espèce de doxa commune sur des grands thèmes comme cela, de manière à ce que si une possibilité s'ouvre à nouveau à nous, eh bien on soit capable de se glisser dans la fenêtre d'opportunité, parce qu'à ce moment-là, il y a les forces sociales pour l'imposer. Ce qui s'est produit du coup, comme on n'a pas mis ça sur la table, c'était le phénix libéral qui renaît de ses cendres.
on n'a pas proposé quelque chose à la place, donc du coup, les mêmes sont revenus faire grosso modo la même chose après la crise de 2008-2009. C'est pour ça que je pense qu'au contraire, il y a la nécessité aujourd'hui d'un débat idéologique et on ne peut pas mener de bataille contre l'ordre macroniste, trumpiste et ainsi de suite, sans avoir nous-mêmes des idées qui soient des idées fortes, ne serait-ce que pour susciter une espérance. Je crois que de toute façon, il ne peut pas y avoir un mouvement social, il ne peut pas être victorieux aujourd'hui dans la seule résistance. Il doit l'être dans l'espérance qui nous projette vers autre chose. C'est Kropotkin qui disait la colère fait les révoltes, seul l'espoir fait les révolutions. Et je pense que ça ne peut être suscité que par de fortes propositions idéologiques. C'était pas la question. Je me demandais de réagir de manière vague et vaste. Vous avez parlé de la bataille des retraites. Je poserai une question à François Ruffin. Tu parles beaucoup dans ton livre de révolutionner l'imaginaire. Tu viens justement de parler de la façon de révolutionner idéologiquement les imaginaires. Et comme tu es député, c'est intéressant d'entendre ce que tu proposes. Je ne vais pas parler des propositions de loi. Dans d'autres lieux d'expression. Je vais prendre un exemple. Récemment, tu étais à Mediapart, et en parlant justement, tu viens de parler de la bataille des retraites, et tu as commencé à décliner des propositions. Et tu as dit retraite à 60 ans, 40 ans d'égalité, ce qui est déjà ambitieux compte tenu de la conjoncture et du contexte néolibéral actuel. Mais quand on voit ces propositions, on peut les trouver relativement un peu timides par rapport à vos grandes ambitions en termes de l'imaginaire. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est un peu ce contraste entre tes grandes ambitions en termes imaginaires, de ce que tu décris dans ton livre, et en termes de propositions concrètes, on peut trouver ça relativement timide. Vous savez, c'est comment on emmène les gens, comment on les embarque. Si vous leur dites on va changer le monde, je pense que je suis dubitatif sur le fait qu'on embarque avec nous. Moi, je regarde notre peuple comme étant les gens que je fréquente, pour parler de notre peuple, c'est les gens que je vois. Demain, je suis au procès des Goudieurs à Amiens, c'est pour ça que je prends un train à 6 h du matin, vous voyez. Je veux dire, 1145 personnes qui se sont fait jeter de l'usine, qui, là, pour la plupart, ont fait des années de chômage derrière. Il y en a qui ont remonté un kebab, peut-être, des trucs comme ça, il y en a qui ont trouvé du boulot pour beaucoup en intérim, tout ça. Si vous leur dites, super, on va changer le monde, les gens n'y croient pas. Donc, je regarde ça comme un peuple en convalescence. Il est dans le lit d'hôpital et vous ne pouvez pas arriver avec des perspectives révolutionnaires et leur dire vous allez sortir du lit et vous allez battre d'un seul coup le record du saut en longueur. Regardez l'horizon, il est radieux, vous allez sauter vers lui. Je suis très dubitatif là-dessus. Donc je pense que c'est possible d'aller voir ce malade et lui dire bon, on va te remettre sur pied et voilà le premier pas que tu vas faire. Et voilà l'horizon. Mais il faut qu'il y ait d'abord, c'est vrai que moi je suis convaincu que les pas, c'est quelque chose qui compte. Donc déjà, dire aux gens aujourd'hui, la retraite, c'est la retraite à 60 ans quand vous avez 40 années de cotisation et c'est le SMIC minimum pour tout le monde, déjà, les gens, ça fait un changement concret dans leur existence. Ça, c'est la première chose. Après, moi je pense surtout que ces retraites, il faut... J'entends les cheminots qui me disent on défend un héritage, on défend un acquis. Mais il faut dire aujourd'hui que ces retraites, c'est un conquis pour demain. C'est pas seulement un acquis du passé, pour moi c'est un conquis pour demain. Ce que je veux dire là, c'est que l'un des objectifs qu'on doit avoir, c'est d'extraire, ça peut être une discussion là avec Thomas Piketty, c'est d'extraire le maximum de temps de la production-consommation. Du productivisme-consumérisme. L'idéologie d'époque, c'est le consumérisme qui domine. Et on doit veiller... Alors, l'histoire du mouvement ouvrier, je vais vous la faire en bref, mais l'histoire du mouvement ouvrier, c'est à la fois une conscience de la valeur du travail et en même temps un arrachement du temps de travail. C'est le travail des enfants qu'on recule, c'est le congé maternité, c'est le dimanche chômé, maintenant on veut nous faire rebosser le dimanche, c'est le samedi qu'on a appelé à l'anglaise, c'est les 3-8, donc c'est 3 heures de travail, 3 heures de repos, 3 heures de loisirs, c'est bien sûr les congés payés, et c'est enfin la retraite.
Et en 1982, ça passe à 60 ans, c'est pour moi le dernier moment où on fait reculer le temps de travail, vraiment c'est 1982, avec ça passe à 39 heures à la place de 40, bof, mais c'est une 5e semaine de congé payé, franchement ça se prend, et on passe de 65 à 60 ans la durée, le moment où on peut prendre la retraite. À l'époque, il y a un sondage qui paraît, je m'intéresse beaucoup à 1980-1983, on pourra revenir sur les grands cycles idéologique, mais pour moi, c'est bon. Jospin dit à ce moment-là, on ouvre la parenthèse libérale. Et je pense qu'on est toujours coincé dedans, moi. Et que l'enjeu idéologiquement aujourd'hui, c'est d'en sortir. Et donc en 1982, il y a un sondage qui paraît, et la majorité des Français parient qu'à l'avenir, la retraite va passer à 55 ans. Parce que c'est l'ordre dans lequel ça avance. Keynes faisait le pari qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. Or, depuis, c'est un grand bond en arrière, c'est le titre d'un bouquin de Serge Alimi, mais ce grand bond en arrière libéral, il comprend aussi le temps de travail. Et à la place de continuer à travailler moins, ce qui était dans l'ordre, je veux dire, depuis on a eu l'informatique, on a eu Internet, on a eu des tas de choses qui normalement de la robotisation qui devrait nous faire gagner de la productivité, donc extraire ça, eh bien, on voit, au contraire, il y a eu une augmentation dans les années 90, 8% au niveau de l'Union européenne, d'augmentation du temps de travail, donc par la retraite, mais aussi par la durée hebdomadaire, par des heures supplémentaires, ainsi de suite. Alors moi, je vois 4 causes à ça. La première cause, c'est la part des dividendes qui a augmenté. C'est-à-dire qu'on travaillait une semaine pour les actionnaires dans les années 80, aujourd'hui c'est grosso modo 3 semaines par an. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, pour moi, c'est les besoins artificiels. Renouveler son portable, aujourd'hui c'est tous les 2 ans est nécessaire, sachant que quand on rachète un iPhone, c'est l'équivalent à Paris de 102 heures de travail, donc 3 semaines de travail tous les 2 ans qu'on met pour son portable. Voilà, les besoins artificiels. Pour maintenir le capitalisme, il faut transformer des désirs en besoins. La troisième cause pour moi, c'est en fait qu'on a une réduction du temps de travail, mais elle ne se voit pas parce que ça passe par une réduction du temps de travail subie, c'est le chômage, et un chômage de masse qui s'est installé dans la société. Et la quatrième cause, qui est quasiment une cause idéologique, c'est le grand vent libéral venu d'outre-Manche et d'outre-Atlantique, qui fait que Reagan, Thatcher, c'était les premiers lieux, la Grande-Bretagne, les États-Unis, où on a réaugmenté le temps de travail, et que l'Europe, influencée, parce que sinon on était en retard sur les États-Unis, elle a couru après pour être dans la concurrence vis-à-vis de ça. Et moi, ce que je veux signaler, c'est à quel point, de mon point de vue, arracher du temps au travail, et vous voyez le mot loisir. Je me dis, comment ça se fait qu'on ait une réforme sur les retraites où Macron ne prononce pas le mot bonheur, mais il ne prononce pas non plus le mot loisir. Le mot loisir devrait être un mot noble. Et y compris, par exemple, je pense que le temps périscolaire, ça ne devrait pas être du temps à côté de l'école, ça devrait être un temps plein, le temps des loisirs, où on fait autre chose. Enfin, je ne peux pas partir sur un truc, mais je pense que réhabiliter les loisirs et se dire que, en effet, avoir des loisirs, et des loisirs qui ne soient pas forcément de la consommation, mais c'est-à-dire la construction d'une identité, d'une reconnaissance de soi et par les autres, qui ne passe pas seulement par le travail et la valeur travail, qui n'est pas négligeable, hein, je ne la néglige pas, mais réhabiliter pleinement le loisir est quelque chose d'important. Et là, c'est exclu. Et donc, pour moi, il y a un enjeu majeur aujourd'hui à faire sortir des temps du productivisme consumériste. Or, il y a un déjà là, pour parler comme Friot, il y a un déjà là de temps qui ont été extraits par le mouvement ouvrier du consumérisme et du productivisme. La donne majeure sur le plan écologique, c'est de sauver ça, c'est au moins de préserver ces temps qui ont été arrachés au consumérisme. C'est Tim Jackson, donc un économiste écologique, professeur de développement durable et tout ça, qui dit, mais il y a plein d'autres écolos qui le disent, l'intervention politique clé sur le plan écologique, c'est la réduction du temps de travail. L'intervention écologique clé politique clé sur le plan écologique, c'est la réduction du temps de travail. Donc il faut non pas reculer sur ce terrain-là, mais au nom de l'écologie, il faut faire des acquis du mouvement ouvrier la suite de notre histoire, parce qu'on a besoin de ne pas être seulement dans une logique consumériste, productiviste consumériste. Donc, excuse-moi. Dans Piketty, tu peux montrer, est-ce que tu peux nous mettre des chiffres sur des données bien solides sur cette période-là et où nous en sommes aujourd'hui surtout?
Oui, disons, comme je disais tout à l'heure, dans tous les pays développés, mais ça va plus loin au niveau mondial, on a vraiment, à partir des années 80-90, une phase de remontée des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine qui est extrêmement forte, et à peu près dans tous les pays, on voit comment, on ne va pas rentrer dans tous les détails des chiffres, mais la part des 10% des revenus les plus élevés, qui était peut-être de 30-35% du revenu total, est remontée vers 45-50%, parfois davantage du revenu total depuis les années 80-90, alors que les 50% les plus pauvres, qui déjà, bien que 5 fois plus nombreux, avaient moins que les 10% les plus riches, mettons 20% du revenu total, sont descendus vers 10% aux États-Unis et dans certaines parties du monde descendent même en dessous de ça. Donc ce sont vraiment des tendances très lourdes qui sont largement dues à ces bouleversements politiques, idéologiques, le réganisme, le thatchérisme, l'abandon aussi, c'est-à-dire que les partis sociodémocrates qui, dans les années 50, 60, 70, avaient porté, dans certains cas, un agenda politique de réduction des inégalités, c'est vrai qu'eux aussi, la chute du communisme, ça les a laissés un petit peu orphelins, parce qu'ils se plaçaient, ils étaient parfois... ils ne savaient pas toujours très bien où ils étaient sur le plan de la doctrine idéologique, sur la propriété, sur la justice. Ils étaient entre les capitalistes et les communistes. Une fois que les communistes ont disparu, ils ne savaient plus très bien où ils étaient. Si on prend le Parti socialiste en France ou le Parti travailliste au Royaume-Uni, dans les années 80, ils avaient un agenda à base de nationalisation. Et puis une fois que l'Union soviétique s'est effondrée, ils n'avaient plus ni nationalisation, ni rien du tout. Et même par rapport à d'autres traditions social-démocrates, comme en Allemagne ou en Suède, où il y avait une implication des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, ce qui ne règle pas tout, mais je pense que c'est une piste sur laquelle il faut rebâtir aujourd'hui, c'est-à-dire pour avoir une forme de socialisme qui soit vraiment, qui s'appuie sur les salariés, sur vraiment des rapports de pouvoir au sein des entreprises qui ne soient pas simplement la logique actionnariale, la logique des actionnaires qui décident tout. Et pendant trop longtemps, le tournant de 81, il avait des aspects positifs par rapport à la renonciation de 83-84, et c'est vrai qu'en même temps, finalement, le gouvernement en place, il préférait envoyer depuis Paris, le ministère des Finances, des représentants de l'État dans les conseils d'administration des entreprises nationalisées, que de donner du pouvoir aux représentants syndicaux et salariés dans les entreprises qui, à cette époque-là, en fait, n'ont même pas obtenu les sièges qu'ils avaient depuis les années 50 en Suède ou en Allemagne, jusqu'à la moitié des sièges dans le conseil d'administration, un tiers en Suède. Alors, ça ne suffit pas pour transformer le capitalisme, mais c'est mieux que quand vous en mettez zéro. Or, même à ce moment-là en France, on n'a pas su s'appuyer sur les syndicats, sur les représentants des salariés. Et donc je pense que ça fait partie des questions aujourd'hui qu'il faut rouvrir pour à nouveau réfléchir au régime de propriété, au rapport de pouvoir dans les entreprises qui permettent de sortir d'une logique purement de profit, d'actionnariat, et qui donne une vraie voix décisionnaire à des représentants de salariés qui forcément porteront un autre projet que celui des actionnaires. Un mot peut-être sur la question des retraites, puisque François vient d'en parler. Je pense que là, on est actuellement dans un tournant, c'est-à-dire que le gouvernement, le pouvoir en place, s'imagine qu'il a mis fin au mouvement de grève dans le secteur public et notamment dans les transports. En vérité, je pense que le mouvement d'opposition à la réforme des retraites ne fait que commencer, parce que là, maintenant que les projets sont sur la table, maintenant qu'on voit la réalité de ce qui est proposé, je pense que beaucoup de personnes dans le secteur privé vont se rendre compte de ce qui les attend. Je pense qu'il faut aussi vraiment s'opposer à cette idée, parce que Macron et le gouvernement jouent à fond sur le thème écoutez, nous, on a un projet de réforme universelle, les mêmes règles publiques que le privé, ceux qui s'y opposent n'ont aucun projet, ne proposent rien. Et donc, ce que disait François est très important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des projets qui soient portés, et il faut dire et redire, et je pense qu'on ne le dit pas assez, que vous avez par exemple la CGT depuis des années porte un projet qu'elle baptise Maison commune des retraites, et il y a un projet qui a été proposé récemment en décembre par Intérêt Général, qui est ce groupe de réflexion proche de la France insoumise, et le point commun entre à la fois le projet de la CGT sur la maison commune des retraites et le projet qui est porté dans cette proposition d'intérêt général, c'est de dire il y a plusieurs façons de faire un régime universel. Donc en particulier, on n'est pas du tout obligé d'avoir des points.
comme ça au fond. C'est-à-dire qu'on peut vouloir un régime universel dans le sens où quelqu'un qui passerait du public au privé à une position de bon salarié accumule des droits d'une façon cohérente au fur et à mesure de son parcours. Progressivement, on peut rapprocher les règles dans les différents parcours, mais à condition d'avoir non pas des points, mais un système, comme on dit techniquement, mais c'est important, en prestation définie, c'est-à-dire où on définit à l'avance le niveau des retraites qu'on veut avoir. Donc par exemple, un certain niveau de retraite par rapport au SMIC, mais également, là, on peut dire au niveau du SMIC, il faut que la retraite soit 100% du SMIC, au niveau de 2 SMIC, on peut avoir 80%, et puis au niveau de 5 SMIC, peut-être que 50% ou 60%, ça suffit. Enfin, on fixe des niveaux de retraite qu'on veut garantir, en prenant en compte la pénibilité, en différenciant les situations, parce que c'est vrai, François, je suis d'accord avec toi sur cette conquête de temps libre qu'il faut reprendre, et c'est l'horizon. En même temps, ça se pose quand même de façon très différente pour différents métiers. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu t'arrêteras pas à 60 ans, enfin, je ne sais pas ce que tu feras à 60 ans, mais j'imagine que possiblement tu ne t'arrêteras pas. Je serais loin d'avoir les 40 ans de cotisation. Bon, voilà, mais dans tous les cas, même avec les 40 ans, peut-être que tu ne voudras pas t'arrêter, parce que voilà, donc ça dépend vraiment des métiers, et il faut pouvoir. Je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, ce que rate complètement la réforme par points, bon, d'abord, les points, ça sent vraiment trop l'arnaque, c'est-à-dire surtout en France. Surtout en France, où depuis 10 ans, le point de la fonction publique est gelé et ne suit même pas l'inflation, vous arrivez avec un système, vous dites voilà c'est génial, ça va être super universel, il va y avoir des points, forcément tout le monde vous regarde et vous dit non mais ça sent vraiment l'arnaque ton truc. Donc là, ça va pas du tout. Donc, si on veut discuter les systèmes, rapprocher les règles publiques-privées, pourquoi pas, mais que ce soit un système en prestation définie, où on définit a priori le niveau de retraite qu'on veut garantir, et ensuite les ressources à apporter, sous forme de cotisation ou de contribution sur les profits, sur les revenus financiers, sur le plus haut salaire, doivent s'adapter pour garantir ces niveaux de retraite. Et donc, c'est le problème, on le prend complètement à l'envers, alors que sur les points, évidemment, c'est le contraire. On fixe le niveau de cotisation et après, les points s'ajustent pour équilibrer le système, ce qui veut dire que voilà, s'il y a 2 fois plus de personnes à la retraite, eh bien oui, il suffit de diviser la retraite par 2, mais sauf que c'est précisément ça qu'on peut éviter. Donc, premier point, sortir des systèmes par points et avoir un système en prestation définie, ça c'est vraiment central. L'autre aspect, je m'arrête là sur les retraites, c'est que le défi du vieillissement et du 4e âge et de la dignité de la fin de vie pose une exigence nouvelle en termes d'égalité sur les retraites. Alors je ne dis pas qu'il faut exactement la même retraite pour tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même resserrer très fortement les écarts de niveau de vie, bon, d'ailleurs en général pendant la vie active, mais particulièrement à la retraite. C'est-à-dire, concrètement, je pense qu'il faut tout faire dans un système universel qui continue d'avoir des différences entre les secteurs pour améliorer les retraites en gros à 1 000 euros, 2 000 euros, mettons jusqu'à 3 000 euros, quitte à demander un effort accru au plus haut salaire, au plus haut patrimoine, au plus haut revenu financier, sans pour autant qu'il y ait des retraites qui continuent de progresser jusqu'à 5 SMIC, 10 SMIC, 20 SMIC. Et là, pour le coup, c'est une différence conceptuelle qui est le contraire du système par points, puisque le système par points pousse à son paroxysme la logique qu'on appelle parfois contributive, c'est-à-dire on contribue proportionnellement à son salaire et après on touche proportionnellement à son salaire. Alors le système par points, ça va vraiment à fond là-dedans. Mais cette logique contributive, parfois, elle est également partagée dans des traditions de pensée sur la protection sociale en France, y compris au sein du milieu syndical, je pense de façon excessive. C'est-à-dire que je pense que l'idée que, voilà, si vous cotisez jusqu'à... donc le gouvernement nous dit, je rappelle, hein, dans son système, il dit cotisation de 28%, employeurs et employés confondus, jusqu'à 10 000 euros par mois. Et puis sur les milliers d'euros de salaire au-delà de 10 000 euros par mois, ça tombe à 2,8%. Et le gouvernement nous dit, oui, mais c'est super généreux déjà de payer 2,8% sur les milliers de salaires au-delà de 10 000 euros par mois, parce que les retraites seront plafonnées par rapport à un salaire de 10 000 euros. Donc ces pauvres personnes qui ont 15 000 euros ou 20 000 euros de salaire mensuel, on va leur faire payer 2,8% sur la tranche de salaire entre 10 000 et 15 000 ou 10 000 et 20 000, sans que leur retraite augmente. Regardez comme c'est généreux de leur part. Sauf que cette conception de la générosité et de la solidarité est complètement délirante, parce que quand vous contribuez à l'assurance maladie,
et que vous cotisez, vous avez une contribution sociale généralisée, une cotisation sur la base d'un salaire de 20 000 € par mois plutôt que 1 000 €, ça ne vous donne pas droit à une chambre d'hôpital 20 fois plus grande. Hein, ça ne vous donne pas droit, quand vous payez des impôts là-dessus, ça ne vous donne pas droit à une école où il y aura 20 fois plus de temps pour votre enfant plutôt que pour celui-là. Donc cette idée que voilà, il y a une espèce de droit sacré à obtenir 20 fois plus à la sortie parce qu'on a cotisé 20 fois plus, on continue de l'appliquer aux retraites et je pense que là c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, il y a un enjeu intellectuel qui n'est pas si simple que ça, parce que dans la tradition de réflexion sur le système de retraite, on est parfois très attaché, je pense trop attaché à cette logique contributive, et je pense que l'enjeu, vu la montée des inégalités sur le marché du travail, et vu aussi ces enjeux sur la fin de vie, je pense qu'il faut passer à une conception qui est finalement plus redistributive et consistant plus à resserrer les écarts de niveau de vie au niveau de la retraite, ce qui également laisse plus de marge de manœuvre pour permettre à tous ceux qui ont des métiers pénibles de partir à 60 ans et de ménager le temps libre de nous parler François. Donc, tout ça est tout à fait complémentaire. François Ruffin, peut-être un dernier mot sur les retraites avant de passer à la partie suivante. Comment tu vois cette dernière ligne droite Je pense que c'est une dernière ligne droite. Mais juste un mot. Ce que dit Thomas Piketty, c'est-à-dire le choix de faire des retraites un outil de répartition, de considérer qu'il n'y a pas que l'impôt qui va être le seul moment, avec des impôts qui sont largement à revoir, qui vont être un moment de redistribution, mais que la retraite doit y participer. C'est nouveau, en un sens. Parce que c'était au fondement, quand Ambroise Croizat en parle, cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, on ne sait pas si ça s'applique seulement à la sécurité sociale ou si ça s'applique également aux retraites. Et donc tout a été fait comme si ça s'appliquait à la sécurité sociale, mais que ça ne s'appliquait pas aux retraites. Et donc là, il y a une petite dose de répartition, mais elle est minime dans le système actuel. Et donc dire que, alors là, ce que propose le gouvernement, donc c'est au-dessus de 10 000 €, crac, c'est terminé. Et évidemment, on serait plutôt pour quelque chose qui soit de l'ordre de l'aplanissement, que ça aide à réduire les inégalités au moment de la retraite, et que ça soit de l'ordre de l'aplanissement et pas de l'ordre de tchac, boum, quoi, qui risque de faire glisser directement les plus hauts revenus vers de la capitalisation. Mais en revanche, en effet, c'est une transformation que de concevoir les retraites de demain comme étant aussi un outil de répartition. Personnellement, j'y suis favorable. Je le dis parce que c'est pas homogène à gauche de penser que les retraites doivent être aussi un outil de répartition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour moi, le grand vide. On parlait d'idéologie, mais le grand vide imaginaire, le grand vide idéologique de la réforme qui nous est proposée. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir en face de nous des trucs mécaniques qui viennent répéter le déficit et tout ça. Et je pense qu'antérieurement, quand Raffarin, Fillon et tout ça, ils ont fait leur réforme, ils étaient habités par ça, ils y croyaient. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'on a des ministres qui ne comprennent pas leur réforme, bon, c'est la première chose, mais qui ne croient pas, au fond, à cette réforme. Il y a une espèce de mécanique qui est en marche mais qui est vide. Pour moi, c'est un symptôme, mais parmi 50 autres, de ce que Gramsci appelle le grand détachement de l'idéologie dominante. C'est-à-dire que dans les années 80, 90, le temps que tu mets en lumière dans ton livre, à ce moment-là, ils y croyaient à la concurrence, à la mondialisation, à la croissance, au déficit, à tout ça. Et aujourd'hui, c'est comme si eux-mêmes n'y croient plus, mais alors le corps social, il y croit encore moins. Il s'est détaché de ça. Et je pense que l'enjeu majeur de temps présent pour nous, c'est qu'il y a un grand détachement de l'idéologie dominante, mais c'est à quoi il faut travailler un rattachement à notre imaginaire. Et je pense que par exemple sur les retraites, dire que sur le plan écologique c'est positif parce que c'est du temps libéré sorti du consumérisme productiviste, et 2, ça doit être un instrument de la répartition, je pense que c'est de nature à ouvrir un imaginaire. Voilà. Je vous propose de passer à une partie de écologie. Non, on l'a déjà fait, mais on va refaire. Non, on va refaire. Et justement, dans ton livre, tu parles de la sécession d'une élite, et il y a une partie anecdotique, mais qui n'est pas autant. Tu parles que tu as assisté au Monaco Yacht Show. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Oui. Bon, ben donc, je vais à Monaco, comme d'habitude, quoi. Passer mes vacances.
Et il se trouve que c'est le jour du Monaco Yacht Show, donc je défile devant les différents yachts. On me propose aussi un hélicoptère à poser sur le yacht, un sous-marin qui peut aller avec le yacht, avec la piscine intégrée au yacht, et ainsi de suite. Et j'apprends qu'il y a un truc qui a été remis, c'est le Green Ladder, le label vert, pour le yacht le plus écologique. Donc je me dis, c'est super chouette. D'ailleurs, tous les petits papiers, ils étaient pleins d'écologie partout, hein, quand on allait sur les différents stands. Mais là, je me dis, je vais aller voir ce yacht-là. Donc le président du jury, qui est un architecte italien, m'amène devant ce que je m'attendais à un voilier en bois, tu vois, un truc chouette comme ça, et j'arrive devant un truc immense, en acier, devant moi, noir, 3 ponts les uns sur les autres. Waouh, l'écologie. Et je dis, mais alors, comment ça se fait que vous avez donné le label vert à ça? Ben, en fait, les plans, quand ça a été dessiné, ça a été fait sur ordinateur et ça n'a pas été tiré sur papier. Et quand on va aux toilettes, ça reste à l'intérieur, c'est pas rejeté dans la mer. Je dis, ouais, d'accord, mais combien ça consomme de litres? Et donc, ça consomme entre 800 et 1200 litres de l'heure. Donc ça, c'est juste moi j'en fais un instrument pour illustrer la théorie de Thorstein Veblen, donc sur les inégalités, justement, qui parle de rivalité ostentatoire. C'est Hervé Kempf, dans son livre Comment les riches détruisent la planète, qui explique que les riches la détruisent directement, donc là par une pollution très directe avec leur yacht, mais ils la détruisent aussi indirectement par le modèle de consommation qu'ils installent dans les imaginaires. Et donc, ce super yacht pour les très riches, alors Bernard Arnault, il doit y avoir un yacht de plus de 100 mètres de long, il a dit l'Amadeus, mais c'était pas assez long, donc il en a fait faire un autre. Mais ensuite, le patron de PME, il aura de grosse PME, il aura son yacht de 15 mètres. Ensuite, le chirurgien, il aura son petit voilier à la molle. Le retraité, même dans l'encadrement et ainsi de suite, il faudra qu'il aille faire une croisière quand il fait son départ à la retraite. Et jusqu'à sur la Somme, chez moi, j'ai vu un prolo tatoué qui faisait du scooter de mer sur la Somme, juste à côté de chez moi. Et voilà comment se diffuse un modèle pour réussir, pour être dans la course, pour pas être largué, il faut faire ça. Et si tu pars en vacances, ou si tu pars pas en vacances, si tu restes à Gardin-Cour, comme on dit dans mon coin, 15 jours dans ta Gardin, 15 jours dans ta cour, c'est pas seulement que t'acceptes pas, t'es pas heureux avec tes enfants, peut-être que tu peux l'être, mais au fond, t'es largué dans la société, t'es mal vu, t'es un mouton noir de la société, parce que le modèle dominant, c'est quand même de partir. Si tu pars pas, si tu prends pas l'avion, si tu prends pas le bateau, t'as raté ta vie, quoi, sans avoir la Rolex. Donc voilà, et donc du coup, c'est le modèle de rivalité ostentatoire, et évidemment, il y a un gros enjeu sur comment on fait pour faire décrocher de cet imaginaire-là, et qu'on ne soit pas tous entraînés vers une course au plus vite, au plus loin, au plus riche, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà l'anecdote théorisée. Mais Thomas Piketty, vous chiffrez un peu l'inégalité face à la question climatique, et vous dites dans une étude avec Lucas, c'est ça, Lucas Chancel. Lucas Chancel qui est quelque part. Ah, qui est quelque part. Il est ici, j'ai lu ses bouquins, alors je veux bien le rencontrer à la sortie. Bonjour. Merci pour vos livres. Et justement, vous avez publié une étude et vous dites, je pense que c'est une anecdote qui reflète un peu cette inégalité. Vous apportez le chiffre de 10% les plus riches publient, les 10% des plus riches publient 8 fois plus que les 10% les plus modestes. Émettent 8 fois plus de... Oui, et les 1% de la planète qui émettent le plus de carbone émettent plus que les 50% de la planète qui émettent le moins de carbone. Donc, effectivement, c'est 1% qui émettent le plus de carbone. Il y en a un peu partout dans le monde, il y en a en Chine, il y en a en Russie, enfin, ils sont quand même surtout aux États-Unis et en Europe. Il ne faut quand même pas se raconter l'histoire, en particulier sur toutes les comparaisons Europe-Chine. Bon, c'est vrai que les Chinois émettent de plus en plus, mais d'abord, il y a une bonne partie des émissions qu'on attribue parfois aux Chinois. En fait, c'est nous qui consommons les biens en France, on ferait peut-être mieux de les réattribuer aux consommateurs français. Et puis d'autre part, les très grosses émissions individuelles, elles sont quand même beaucoup plus fortes dans les pays riches que dans les pays qui, pour l'instant, sont moins riches.
Le message général, c'est qu'on ne pourra jamais aller vers la sobriété énergétique si on ne va pas vers une certaine forme de sobriété sociale et économique. C'est-à-dire que si on ne réduit pas très fortement ces niveaux de vie que l'histoire des yachts de François illustre parfaitement, mais c'est évidemment plus général que ça, si on ne réduit pas drastiquement ces niveaux de vie de ces 1% qui émettent autant que les 50% de la planète qui émettent le moins, on ne va pas y arriver, parce que déjà c'est en soi une masse d'émissions considérable, en soi, ce niveau de vie très élevé au sommet de la répartition, et puis évidemment politiquement, on voit bien qu'on ne peut pas demander des transformations importantes des modes de vie aux classes populaires, aux classes moyennes, si on n'apporte pas la preuve, la garantie absolue que ceux qui sont actuellement au sommet de l'échelle à la fois de la richesse et de la pollution ne vont pas, eux, avoir à faire des transformations beaucoup plus radicales encore de leur mode de vie. Donc c'est pour ça que la question de la réduction des inégalités est absolument centrale pour la question écologique, et c'est pour ça que moi je m'inquiète parfois lorsqu'on pense l'écologie, et tu le dénonces très bien dans ton livre, comme un truc potentiellement consensuel, sur lequel tout le monde va être d'accord, et je crois qu'il faut se méfier de ça. C'est-à-dire parfois l'étendard de l'écologie, il est brandi par des personnes qui en fait, enfin c'est pire que le greenwashing, mais en fait ne sont pas du tout dans une volonté concrète de réduction des inégalités et de transformation du système économique qui peut aboutir au résultat désiré. C'est vrai qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on a parfois des mouvements écologiques. Bon, on a eu là en Autriche un gouvernement vert conservateur. Beaucoup de personnes pensent qu'un gouvernement vert conservateur est une vraie possibilité en Allemagne aux prochaines élections, et la possibilité d'un gouvernement écolo macronien après les prochaines élections en France n'est pas complètement à exclure non plus. Donc il faut regarder tout ça et demander, il faut vraiment bien intégrer le fait que l'étendard écologique ne peut pas être brandi tout seul, indépendamment d'une volonté de transformation du système économique. Donc avec la réduction très forte des inégalités de revenus, de patrimoine, ce qui passe par plus de pouvoir pour les représentants des salariés, je le disais tout à l'heure, dans les entreprises. Je pense qu'il faut quand même, à la fin des fins, l'organisation du système économique capitaliste, c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir dans les entreprises notamment, et qui a le pouvoir dans l'économie en général. Et donc, redistribuer la propriété, redistribuer les revenus avec des impôts progressifs. Il faudra recréer un impôt sur la fortune en France, mais un impôt sur la fortune, ça fera partie des questions sur lesquelles la gauche, d'ici 2022, va devoir porter des projets qui ne seront pas juste on revient à la case départ avant Macron. C'est-à-dire que l'impôt sur la fortune avant Macron, il aurait pu rapporter beaucoup plus d'argent, il aurait pu être beaucoup mieux organisé. Rendez-vous compte, quand vous payez des impôts sur votre salaire, vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que vous, même avec un tout petit salaire, vous avez la déclaration pré-remplie, c'est directement dans votre déclaration de revenus, vous ne pouvez pas frauder. Et bien sur la fortune, les déclarations de fortune, ça a toujours été un truc où vous mettez ce que vous voulez. Comme vous voulez, parfois même jusqu'à 3,5 millions d'euros de patrimoine, c'est très important. Vous mettez dans une seule case la somme de tout ce que vous possédez, portefeuille financier, immobilier, c'était avant la suppression de l'impôt sur la fortune, et comme vous mettez tout dans une seule case, il n'y a aucun contrôle fiscal systématique négocié, tout ça dans un pays où quand même le ministre en charge de faire payer des impôts, Cahuzac, avait lui-même un compte en Suisse et s'imaginait que personne ne s'en rendrait compte, justement parce qu'il n'y avait aucune correspondance entre les fichiers bancaires et les fichiers fiscaux. Alors que quand il s'agit de taxer les revenus, vous avez un petit salaire, hop, c'est direct dans votre déclaration de revenus. Même vous touchez des intérêts, vous avez un petit contrat d'assurance vie, je sais pas, général, vous touchez des intérêts, hop, c'est direct dans votre déclaration de revenus, vous ne pouvez pas frauder. Alors pourquoi sur la déclaration de fortune, ce serait pas direct aussi dans la déclaration de fortune, le portefeuille financier transmis par la banque, les actifs immobiliers qui sont connus par ailleurs sur le fichier de taxe foncière. Donc il va falloir mettre en place un nouveau système d'impôt sur la propriété qui permette de réduire les impôts sur tous les gens actuellement qui payent une taxe foncière très lourde alors qu'ils sont très lourdement endettés. On a un système, on se focalise tout le temps sur l'impôt sur la fortune, sur l'impôt des plus riches. Mais en vérité, le premier impôt sur le patrimoine en France, c'est la taxe foncière qui est extrêmement injuste. C'est-à-dire que vous achetez péniblement un appartement, une maison qui vaut 200 000 ou 300 000 euros, vous avez un emprunt de 290 000 euros sur le dos, et pour l'instant vous ne possédez rien. Vous avez une maison de 300 000, un emprunt de 290 000, en fait vous possédez 10 000, vous allez devoir rembourser. Peut-être qu'à 60 ans, 70 ans, vous aurez fini de rembourser, mais en attendant, vous ne possédez rien, et pourtant vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'aurait aucun emprunt et qui aurait un portefeuille financier de 3 millions d'euros à côté.
Donc avant, au moins, il y avait l'impôt sur la fortune. Macron a décidé que tout ça devait disparaître et a gommé le seul petit élément de progressivité. Donc ça, il va falloir reprendre à zéro cette question et porter un projet qui montre à tous ceux qui cherchent à accéder à la petite propriété qu'il est possible de réduire pour eux les impôts et d'augmenter la mobilité et d'augmenter les possibilités d'accéder au patrimoine, et à l'inverse, que sur les hauts patrimoines, on va faire plus de mobilité. Ça redistribue aussi le pouvoir dans la société, parce que ça permet à des groupes qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas accès à la possibilité de créer une petite entreprise, d'avoir plus de moyens pour ça. Et puis, il y a vraiment toute la question des rapports de pouvoir dans les entreprises. On ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais je pense que c'est important de dire clairement qu'au minimum, il faut commencer par avoir mettons, la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés dans le conseil d'administration des entreprises. C'est ce qui s'est fait dans des pays comme l'Allemagne, la Suède. Alors pendant très longtemps, les actionnaires français ou états-uniens ou britanniques disaient « Ah non, on ne peut pas entendre parler des salariés, ils sont là pour protester dans la rue, mais on ne veut surtout pas qu'ils voient nos livres de compte et qu'ils soient autour de la table du conseil d'administration ». Bon, pour finir, ça ne marche pas si mal en Suède ou en Allemagne, donc déjà, il faut commencer à faire ça. Et il faut aller plus loin, c'est-à-dire je pense que sur l'autre moitié des droits de vote qui concernent les actionnaires, il faut que les collectivités locales puissent s'impliquer. Il y a beaucoup de secteurs où des alliances entre salariés et collectivités locales peuvent prendre le pouvoir par rapport à des logiques d'actionnaires privés. C'est vrai dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Et aussi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, et moi j'indique la possibilité que au-delà d'une certaine taille d'entreprise, on plafonne les droits de vote qu'un actionnaire individuel peut avoir. C'est-à-dire qu'un actionnaire individuel peut avoir plus de 10% des droits de vote au-delà d'une certaine taille, alors peut-être pas quand vous avez une petite épicerie ou un petit restaurant. C'est là qu'il faut graduer l'approche par rapport à la taille de la propriété. Et je pense que c'est tout ça qui permettra de changer le logiciel économique et la logique du consumérisme, du profit. Et c'est quand même, si on ne s'attaque pas au régime de pouvoir dans l'entreprise, au régime de propriété, et qu'on traite l'écologie complètement à part de la question du capitalisme et du système économique, on ne va pas y arriver. Et ce projet que tu viens de décliner, qui sont selon toi aujourd'hui les forces ou les coalitions politiques qui sont prêtes à s'en emparer concrètement? Tu as vite fait parler un peu de gauche, mais ça reste vague, mais est-ce que tu peux mettre des noms Si tu me parles de la France, je pense que les Insoumis font partie de la solution. La question c'est, est-ce qu'il y a un groupe, actuellement un mouvement politique, qui est à lui tout seul la solution? Et je pense que quand il y a 4 ou 5 mouvances politiques différentes qui se partagent 25-30% de l'électorat, comme on l'a vu au premier tour de la présidentielle de 2017 aux élections européennes l'an dernier, je pense que l'heure n'est pas à perpétuer les divisions et à ce que chacun se dise voilà, moi je vais y arriver tout seul. C'est-à-dire qu'on a besoin, sur ces questions, on a évidemment un besoin d'unité qu'il va falloir construire. Alors après, différentes personnes ont différents noms. François parle de Front populaire écologique, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon parler de Fédération populaire. Bon, on peut donner différents noms. Moi j'essaye de travailler à la place qui est la mienne sur le contenu. Enfin, tout le monde évidemment travaille sur le contenu, mais j'essaye de me concentrer sur quel peut être le programme. Je pense qu'il y a 2 grands sujets sur le programme. Il y a toute la question de la propriété, des inégalités économiques. Donc ça touche aussi la question de la justice fiscale, de la justice éducative, sur laquelle il y a une hypocrisie actuellement incroyable. Je montre dans le livre, on prétend qu'on fait des primes pour les enseignants de zones défavorisées. En vérité, il y a surtout 40% de contractuels dans les zones défavorisées. Donc voilà, tout ce qui concerne les inégalités socio-économiques, ça c'est le premier bloc. Le deuxième gros bloc, je crois, sur lequel on a besoin vraiment de réfléchir, et là je pense que vraiment personne n'a la solution à lui tout seul, c'est la question de la mondialisation, de l'organisation de la mondialisation, du système de frontières en général, et en particulier de la question européenne. C'est-à-dire comment on organise les relations entre la France, les autres pays européens, mais aussi avec l'Amérique latine, l'Afrique. On sait qu'on veut sortir d'une logique de traité, de libre-échange, de circulation absolue. Bon, c'est très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on met? Quelles sont les nouvelles formes de traités, disons, de co-développement qu'on veut mettre en place? Et là se pose aussi la question de comment on organise la démocratie au niveau transnational, et en particulier avec les voisins européens avec lesquels il serait possible de construire autre chose que l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Qu'est-ce qu'on a comme proposition? Et là, de ce point de vue-là,
je pense qu'il y a évidemment une méfiance entre les partis de gauche qui existent, liée au passé, c'est-à-dire qu'en 2012, comme on sait, François Hollande a fait croire qu'il allait renégocier les traités européens, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun plan de rien du tout, quoi. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il a changé une virgule dans un discours avec la chancelière allemande, mais on n'a rien changé, pour le coup, même pas une virgule dans les traités qui avaient été ratifiés sous le précédent président. Donc là, qu'il y ait de la méfiance par rapport à ça, c'est très important. Mais moi, c'est très compréhensible et c'est essentiel. Mais en même temps, je me méfie que sur le coup suivant, entre guillemets, pour l'instant, le plan de qu'est-ce qu'on veut vraiment proposer. C'est-à-dire que j'entends beaucoup, si je regarde concrètement chez les Insoumis, mais je sais que François Ruffin n'est pas forcément d'accord avec tous les éléments du programme des Insoumis de 2017, et que tout ça doit être repensé pour la suite. Mais pour l'instant, bon, on parle de plan A, de plan B, mais en vérité, aucun des deux n'est parfaitement clair. C'est-à-dire on sait les traités dont on ne veut plus, ce qui est déjà un bon point. Mais on ne dit pas clairement quels sont les traités dont on voudrait. C'est-à-dire comment on organise les relations avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les pays qui voudront faire quelque chose. Alors peut-être qu'il y en aura très peu des pays qui voudront faire quelque chose, et donc dans ce cas-là, il faut aussi pouvoir faire des choses unilatéralement. Je pense que c'est très important, à partir de maintenant, de se protéger contre le dumping fiscal des autres pays d'une façon très volontariste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité pour mettre fin au dumping. Quand vous avez des entreprises qui exportent en France et qui, depuis le Luxembourg ou depuis l'Allemagne ou depuis l'Irlande, payent 10% d'impôt sur les sociétés, et que nous, on considère que c'est 30% ou 35%, eh bien, il faut qu'on fasse payer la différence sur les exportations de ces entreprises vers la France. Alors oui, c'est pas comme ça que jusqu'ici fonctionnait l'Union européenne, eh bien oui, d'accord, mais c'est quand même comme ça qu'il va falloir le faire. Donc je pense qu'il va falloir des mesures qui sont des mesures unilatérales, tant qu'on n'a pas, mais à condition de proposer en même temps un système démocratique. Alors c'est là que bon, nous on avait proposé avec beaucoup de collègues, citoyens de tous les pays européens, juristes, politistes, un nouveau traité de démocratisation de l'Europe pour les pays qui accepteraient, avec une assemblée commune basée sur les députés nationaux, contrairement au Parlement européen actuel qui est un peu hors sol par rapport aux députés nationaux, je pense que c'est un point important, qui ensuite va pouvoir voter des impôts communs. Ça n'empêche pas de penser aux mesures unilatérales en attendant que d'autres pays entrent dans cette perspective. Il va falloir construire des coalitions avec d'autres partis, Podemos en Espagne, d'autres partis dans d'autres DIMQ en Allemagne. Il y a des coalitions à construire qui prendront du temps, mais c'est très important que cette perspective elle soit donnée. Parce que sinon, si on est uniquement perçu comme étant sur la perspective de retour aux frontières de l'État-nation et de protection dans l'État-nation contre le dumping fiscal et social extérieur, alors là, la différence avec ce qui est proposé du côté du Rassemblement national n'apparaîtra pas forcément très claire. C'est-à-dire que sur le terrain de la protection et du retour aux frontières de l'État-nation, il y a un camp, un parti qui ne sera jamais dépassé et qui va se donner à cœur joie pour socialiser son discours. Alors c'est vraiment dans les apparences, mais je pense que c'est très important pour cliver clairement par rapport à ça. D'ailleurs, c'est aussi vrai sur la question des retraites, c'est vrai sur la question de la réintroduction de l'impôt sur la fortune. Le Rassemblement national d'extrême droite, même s'ils veulent nous faire croire qu'ils sont devenus plus sociaux qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui voulait supprimer l'impôt sur le revenu complètement, il n'empêche qu'ils ne feront jamais des propositions vraiment ambitieuses de systèmes de retraite redistributifs entre les hautes, les moyennes et les basses retraites, d'impôts progressifs sur le revenu sur le patrimoine, de propositions internationalistes à la Belgique, à l'Espagne, pour faire ensemble des impôts communs. Ils ne le feront pas parce que c'est pas dans leur style. Mais si la gauche ne le fait pas, alors je pense que simplement sur le terrain de la protection du retour à l'État-nation, les électeurs choisiront ceux qui seront toujours en avance sur ce terrain-là. Donc voilà, sur toutes ces questions, régime de pauvreté, régime éducatif, régime de frontières, réforme des traités européens, il y a une partie de la solution qui est chez les Insoumis, et qui, je pense, est avec une volonté de renverser la table, de changer la donne, qui est très importante, mais les solutions, je trouve, ne sont pas toujours là. Et donc, il va falloir que chacun, enfin, que les différents mouvements politiques existent actuellement, dans le cas français, puisque tu me posais la question dans le cas français, qui, comment, se parlent d'une façon ou d'une autre, et puis surtout, se parlent du fond. C'est-à-dire qu'avant les questions de personnes et d'incarnation 2022, etc., quel est le projet sur les retraites, sur l'impôt sur la fortune, sur l'éducation, sur l'Europe? Quel est vraiment le projet? François Ruffin, sur la question des coalitions, des forces politiques.
Je vais dire plusieurs choses d'abord, mais je vais y venir, je ne vais pas baiser. D'abord, le pouvoir dans l'entreprise. C'est sans doute l'essentiel. Et il faut voir à quel point, comme c'est l'essentiel, ça veut dire se heurter à des forces sociales immenses, qui le refuseront. Déjà, c'est un endroit du Conseil national de la résistance. Et c'était l'un des points qui n'a pas été mis en place, parce qu'on touche au régime de propriété. Et donc je pense que c'est vachement important. Pour moi, j'ajoute la présence d'associations environnementales à l'intérieur des conseils d'administration, voire d'associations de consommateurs. Je pense qu'il doit y avoir à l'intérieur des conseils d'administration qui dirigent au fond des entités qui sont devenues aussi gigantesques que des États. Il doit y avoir une somme de représentation de la société qui ne passe pas que par le biais du dividende. Or, aujourd'hui, ces géants sont aux mains strictement, je veux dire, l'entreprise est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des seuls actionnaires. C'est ça, pour parodier Clémenceau. Mais c'est pas possible. Là, je vois, Sanofi, cette année, c'est 3,8 milliards de dividendes versés aux actionnaires. C'est-à-dire que j'ai regardé, c'est 80 ans de Téléthon. On va devoir faire la manche pour payer le Téléthon, pour qu'il y ait quelques recherches sur les maladies orphelines. Là, on a de quoi faire 80 années de recherche sur les maladies orphelines, sur les cas d'autisme. Je ne choisis pas ça au hasard, puisqu'on sait que la dépakine a produit pas mal de cas d'autisme, donc sur l'épilepsie, la dépakine peut aussi, mais par exemple sur le diabète. Or, aujourd'hui, la Sanofi annonce qu'ils abandonnent leurs recherches sur le diabète, par exemple, parce que ce n'est pas assez rentable immédiatement. Donc on voit à quel point les multinationales, ces mastodontes, ne peuvent pas être menées aujourd'hui par seulement l'intérêt des actionnaires. Que le capital soit représenté au conseil d'administration, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être le seul regard qui dirige l'entreprise. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Alors, je lisais, c'est Friedman qui disait la responsabilité sociale de l'entreprise se limite au seul profit. Donc voilà, pour moi, il y avait une clarté dans son propos, mais maintenant, il faut sortir de ça. Moi, je pose aussi la question du pouvoir dans la société. Parce qu'on parle des riches. Mais ce n'est pas seulement les riches, c'est qu'en fait, les riches et les dirigeants se confondent. C'est ça le problème qu'on a. Ça serait seulement les riches. Mais aujourd'hui, les riches et les dirigeants, il y a une confusion entre les deux, c'est-à-dire une capacité, c'était ta question initiale sur le fait que l'inégalité, il y a quelque chose de politique là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, la politique, la démocratie est aux mains des plus riches et sinon aux mains de ceux que les plus riches ont décidé de mettre quand même. La dernière élection d'Emmanuel Macron a été une caricature de ça. Et bon, il y a toute une série de bouquins qui ont été publiés sur le prix de la démocratie et ainsi de suite. Donc là, il y a quand même une donnée qui est importante, c'est-à-dire comment on récupère le pouvoir dans l'entreprise, mais comment on récupère le pouvoir dans l'État aussi. Quand on me parle de lobby, je les vois à l'œuvre, mais quand on me parle de lobby, c'est un diagnostic qui est encore trop optimiste parce que ça suppose une pression de l'extérieur. La réalité aujourd'hui, c'est que l'appareil d'État est colonisé de l'intérieur par les intérêts privés. Et pas seulement quand BlackRock s'installe à l'Élysée, mais quand Jean-François Siréy, donc qui est PDG de BlackRock, et se voit remettre la Légion d'honneur, mais son principal fait d'armes, c'est quand même qu'il a privatisé Gaz de France, qui était lui aussi un héritage de la Libération, de Marcel Paul de 1945, et qu'il en a fait NJ et qu'il est parti avec le tiroir caisse. Donc là, on a une colonisation pour le bien d'Albert Frère, qui avait, pour terminer le truc, qui avait, Albert Frère belge, donc du coup, pour le coup, qui avait milliardaire belge, qui avait soutenu l'élection de Nicolas Sarkozy. On voit la confusion entre les super riches et le pouvoir politique. Voilà, donc là, il y a... Alors, comment on fait pour s'en sortir? Moi, je parle toujours comme Gramsci qu'il nous faut un bloc historique. En gros, je vais reprendre une phrase de Lénine qui dit une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Donc il nous faut construire un bloc historique qui fait qu'on a ceux du milieu et ceux d'en bas qui sont ensemble. Or, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est de les mettre ensemble. Et je dirais que ton livre, il en témoigne aussi. Quand il montre à quel point la gauche est devenue le parti des éduqués, pas seulement en France, mais aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, c'est un souci. Et c'est un gros souci pour nous, c'est-à-dire que comment on fait se rejoindre
classe éduquée, classe populaire, ou petite bourgeoisie intellectuelle, je dis toujours ce que Emmanuel Todd appelle les deux cœurs sociologiques de la gauche, qui sont les profs et les prolos, pour faire bref. Moi je pense que dans l'histoire de la gauche, tous les temps de progrès ont été un temps de rassemblement de ces deux cœurs-là. 1789, ce sont les avocats qui représentent le tiers-état à l'Assemblée nationale, mais ce sont les paysans qui font la grande peur, et c'est les ouvriers, les artisans qui font la prise de la Bastille. Et la Révolution française est belle par ces 6 années de friction, jonction entre classe populaire et classe éduquée de l'époque. Mais le Front populaire, bon, c'est les intellos qui sont contre le fascisme, et ce sont les prolos qui sont pour les 40 heures et les congés payés. Mai 68, c'est dans la rue, pas dans les urnes, mais c'est dans la rue, le mai 68 étudiant et le mai 68 ouvrier. Mai 81, c'est dans les urnes, malheureusement pas dans la rue, les deux, les ouvriers et les profs, qui se rassemblent dans le vote François Mitterrand en 1981. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à bousculer l'oligarchie si jamais on ne parvient pas à construire ce bloc historique. Or, le souci qu'on a, c'est que depuis 1981, il y a eu un divorce de ces deux cœurs sociologiques, pour moi essentiellement dû à la mondialisation, qui a tracé comme un fil à couper le beurre, à partager les vainqueurs et les vaincus. Ceux qui étaient éduqués, qui étaient dans les classes intermédiaires, voire dans les classes supérieures, ils ont très peu eu à subir un chômage de masse, qui en revanche a triplé pour les ouvriers notamment. Et de la même manière sur le niveau de revenus. Il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Là où je pense qu'on a une chance, c'est que la mondialisation est en train de faire des vaincus aussi dans la classe intermédiaire, dans la classe éduquée. Et je dirais que la jeunesse en est la première à payer les pots cassés de ce point de vue-là, avec d'emblée une entrée très compliquée sur le marché du travail, avec une succession de stages, CDD et ainsi de suite, et y compris quand on a les diplômes mis dans le bon ordre. Ensuite, comment se loger? Va falloir payer un loyer aux vieux qui sont devenus propriétaires, je caricature, mais en gros, quoi. Ensuite, les retraites, bah voilà, 75, c'est ma naissance, donc moi je suis mauvais côté, manque de bol, mauvais parti. Voilà, y compris sur les retraites, on vous garantit le déplacement, et enfin sur le terrain écologique, c'est vous qui aurez à écoper la merde. Donc, je pense que tout ça construit quelque chose qui fait que, y compris dans la classe intermédiaire, on peut s'interroger sur le bénéfice. Aujourd'hui, cette mondialisation, qui de toute façon n'a plus du tout le vent en poupe. Gary Becker, économiste libéral, en 1993, écrit un papier où il dit, voilà, le droit de l'environnement et la protection du travail sont devenus trop élevés dans les pays développés. Heureusement, on va instaurer le libre-échange qui va nous permettre de rabaisser tout ça. Et c'est intéressant qu'un économiste libéral fasse d'emblée le lien entre ce qu'ils vont pouvoir gagner à la fois sur la protection de l'environnement, l'écologie, et sur le social, le droit du travail. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a un moment où il est visible que cette mondialisation fait des perdants sur le plan écologique et sur le plan social, dans la classe intermédiaire et dans les classes populaires. Donc c'est pour ça que je crois à la possibilité d'une réunion possible, qui n'est pas des épousailles. Par exemple, on observe que le taux d'endogamie sociale a considérablement augmenté. C'est-à-dire on se marie dans sa classe. Déjà, on s'est toujours marié dans sa classe, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc là, il y a un divorce qui est réel, il y a un divorce de l'imaginaire. Donc il est vrai que pour construire ce bloc historique qui est pour moi le seul à même de bousculer l'oligarchie, je le vois par exemple sur ce qui a été Nuit debout. Nuit debout, c'était les classes éduquées des centres-villes. Et moi je me disais, mais quand est-ce que ça va péter à Fix-le-Cours, dans mon coin, là où il y a eu la fortune de Bernard Arnault, il a fait fortune sur la liquidation de Saint-Frère. Et boum, les gilets jaunes, ça pète à Fix-le-Cours, il y avait un barrage à l'entrée, un barrage à la sortie. Ça pète pas place de la République. Donc là, il y a comment on fait pour que il y ait une réunion des deux cœurs sociologiques de la gauche. Et pour moi, au-delà de qui incarnera 2022 et ainsi de suite, se pose la question de quel imaginaire on est capable de mettre en œuvre pour que ça fasse se grouper
se réunir sans que ça soit des épousailles, mais classe populaire et classe intermédiaire. Et sans ça, je doute qu'il y ait une... ça veut dire que même si on avait une élection, ça ne suffirait pas pour que derrière il y ait une force suffisante. Parce que moi, par ailleurs, je ne crois pas que ça se joue seulement le jour de l'élection. Je crois que si c'est comme en mai 81 et qu'on laisse le bonhomme tout seul à l'Élysée et que ça ne pousse pas derrière, et le gars à l'Élysée, y compris avec son gouvernement, qu'est-ce qu'il pourra faire face au MEDEF, face à la Banque Centrale Européenne, face à la Commission Européenne, face aux sondages, face aux médias qui lui diront « non mais vous êtes fous, tout ça c'est pas possible, c'est interdit, ainsi de suite ». S'il n'y a pas une immense pression qui se maintient d'un corps social à ce moment-là, l'élection ne suffira pas. Moi je crois que ce sont des temps importants, les temps d'élection. Mais s'il n'y a pas une pression sociale qui se maintient sur les élus, je pense que ça ne suffit pas. Mais ça s'incarne aussi. Tu as pris l'exemple de 81, je peux prendre l'exemple de 36 avec Franck Pop. Et justement, il y avait ce genre de vase communicant entre le pouvoir et la rue. Et justement, moi, ce que je veux dire, c'est que ça s'incarne aussi. Donc en 2022, qu'est-ce que tu es prêt, enfin, oui, vous êtes prêt à nous proposer? Je ne vais pas faire la déclaration de candidature maintenant. Mais, je sais pas que tu n'aimes pas la question, mais... je veux dire, il faut qu'il y ait différentes cartes qui soient sur la table de manière à ce qu'on puisse choisir qu'est-ce qui est le plus à même de gagner en termes de figure. Mais je dirais même en 1936, tu prends l'exemple du Front populaire, c'est pour ça que j'ai parlé du Front populaire écologique, c'est qu'il faut bien voir que d'abord, ça n'est pas dans le programme de Léon Blum, les 40 heures. C'est pour ça que je dis comme ça une petite parenthèse, il faut qu'on ait une boîte à outils, mais dire qu'on a les solutions et que c'est tac, 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 tout ce qu'on va faire quand on sera au pouvoir, je pense que le pouvoir, il va nous amener à revisiter les solutions. Peut-être ceux qui ont fait 89, ils ne savaient pas qu'ils feraient ce qu'ils ont fait, comment ils régleraient le problème de la dette en prenant les biens du clergé, en prenant les biens des aristocrates. Ce n'était pas prévu au moment. Moi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de remettre l'histoire en marche et dans le bon sens. Je veux dire que... Ça y est, là je suis parti. Non, c'est que... on a vécu un temps où on nous disait c'est la fin de l'histoire. Et pour moi, ça a été le moment le plus déprimant politiquement dans les années 90. Voilà, c'était terminé, le libéralisme avait gagné, les riches avaient gagné, c'était fini. Pour moi, l'histoire s'est remise en marche. C'est remise en marche d'abord. 2005 a été un moment... pour moi, le traité constitutionnel européen de 2005 a été un moment de remise en marche de l'histoire. Mais on le voit aujourd'hui, pour le meilleur et sans doute pour le pire. Mais Trump, le Brexit, Bolsonaro et ainsi de suite, ce sont des manifestations d'un ordre libéral qui craque. Et quelque part, l'élection de Macron aussi, c'est un craquement de cet ordre libéral. Donc on a là une histoire qui se remet en marche. Maintenant, la question pour nous, c'est comment on en sort par le bon bout. Elle va se remettre en marche, cette histoire. Je pense qu'on dit, quand on me demandait si Macron, là, il faisait avec les cheminots ce que Thatcher a fait avec les mineurs. J'y crois pas du tout. Parce que Thatcher, elle est sur un début de cycle. Le début du cycle libéral. Macron, il est sur une fin de cycle. Et c'est comment on fait pour que la sortie de ça soit une sortie progressiste et pas une sortie nationaliste, ainsi de suite. Voilà la question qui nous est posée. Une dernière question pour Thomas. Est-ce que tu crois vraiment qu'on est vraiment en fin de cycle? Est-ce qu'il y a des indices selon vous en termes? Et puis après, le public pourra poser ses questions. Enfin, on est en fin de cycle dans le sens où même le message, à part Macron, plus personne ne croit au libéralisme pur et dur. C'est-à-dire que les républicains aux États-Unis, à l'époque de Reagan, ils avaient ce message très optimiste de dire par la baisse des impôts sur les plus riches, etc., on va générer de la croissance comme vous n'en avez jamais vu et tout le monde va en bénéficier. Sauf que 30 ans plus tard, les classes moyennes populaires aux États-Unis n'ont pas vu cette croissance promise. Et c'est ça qui fait que les républicains aux États-Unis sont en crise par rapport à cette phase réganienne et ajoute un nouveau message de durcissement identitaire et nationaliste consistant en gros à dire c'est de la faute des Mexicains, c'est de la faute des Chinois, c'est de la faute de tout le reste du monde qui est venu voler la croissance à l'Amérique blanche. Donc de ce point de vue-là, le cycle réganien, il est terminé dans le sens où on a aux États-Unis et aussi en Europe, qui a une histoire différente de ce point de vue-là, un durcissement à droite sur un message nationaliste identitaire extrêmement fort. À gauche, c'est ça qui m'inquiète. Si je compare par rapport à la phase de retournement des inégalités au début du
XXe siècle. Et bon, il y a eu besoin de chocs extrêmement violents, mais il y avait quand même un programme intellectuel à travers le mouvement socialiste, le mouvement syndical, le mouvement communiste. Alors pour le meilleur ou pour le pire, il y avait une vision très étatiste qui n'a pas très bien fonctionné, mais il y avait aussi un mouvement coopératif, un mouvement basé sur les assurances sociales, un mouvement basé sur les impôts progressifs. Aujourd'hui, ce mouvement, il a besoin, on va y revenir, ce mouvement, je le sens pas, je le vois pas autant de vrai. Et moi, je veux quand même insister, quand même avec François, c'est que évidemment, on ne peut pas tout prévoir à l'avance ce qui va être fait 6 mois après l'élection, 1 an après l'élection, 2 ans après l'élection. Il y a des dynamiques, 36 Le Monde, 45 Le Monde, toutes les grandes structures politiques montrent qu'il y a des dynamiques propres qui s'engagent après des prises du pouvoir. Mais c'est quand même important d'avoir une vision de là où on voudrait aller à terme comme système économique. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va y aller en 1 an, ni même en 3 ans, ni même en 5 ans. Mais d'avoir quel est le système économique, c'est quoi le bonheur, c'est important, mais c'est quoi le socialisme, enfin c'est quoi le système alternatif au capitalisme? C'est-à-dire quel est le système, quelle est l'étendue de la petite propriété privée qui peut jouer un rôle utile, et à partir de quel moment on oblige à une circulation très forte de la richesse, de la propriété? Comment on organise les droits de vote dans les entreprises? Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre en place tout de suite. Et je pense que si on ne sait pas là où on veut aller, idéalement, un jour, ça va quand même être très très difficile d'avancer dans cette direction. Et sur la question de la mondialisation et de l'Europe, je veux vraiment insister et finir là-dessus, parce que je pense que c'est quand même ça le cœur du divorce entre la gauche et les classes populaires. C'est-à-dire que dans les années 80, 90, en partie parce que la gauche ne savait plus très bien quoi faire avec les nationalisations, avec son programme économique, la gauche s'est mise à défendre une organisation de la mondialisation finalement extrêmement libérale, avec en particulier en Europe, dans le cadre du traité de Maastricht de 1992, une libre circulation des capitaux intégrale, sans aucune régulation publique. D'une certaine façon, on a institué une espèce de droit sacré à faire fortune dans un pays en utilisant les infrastructures du pays, le système éducatif du pays, et puis après, vous appuyez sur un bouton, et schlac, vous transférez les actifs dans un autre pays, Luxembourg où vous voulez, et plus aucune administration fiscale a le droit de savoir qui possède quoi où. Et après, on arrive 30 ans plus tard, et on dit, ah mince, c'est ballot, on ne sait plus qui possède quoi où, on va être obligé de détaxer tous les plus riches, et puis de se retourner sur les classes immobiles, pour faire payer l'impôt, et on va déréguler les flux financiers. Et après, on s'étonne que les classes immobiles en question se révoltent et disent, bon ben voilà, on veut retourner, dans certains cas, à un cadre national, aux frontières, qui ne vont pas forcément tout résoudre, mais au moins qui vont nous protéger un peu. Et c'est vrai que c'est quand même ça la ligne de plus grande pente actuellement. C'est-à-dire que ce discours de repli sur les frontières, il a sa cohérence. Pour finir, il ne va pas résoudre les problèmes. Il ne va pas résoudre le problème climatique, qui est un problème qui demande de l'internationalisme, qui ne va pas se résoudre avec des pays qui jouent leur partition derrière leurs frontières. Parce que tous ces gouvernements qui veulent se replier sur la frontière, en fait, en pratique, une fois au pouvoir, quoi qu'ils disent avant, ils vont faire encore plus de dumping social, environnemental, fiscal. Donc ça va, à terme, ça ne résoudra pas les problèmes, on sera bien obligé d'en revenir à des solutions internationalistes et égalitaires. Sauf qu'entre-temps, évidemment, ce repli nationaliste peut faire d'énormes dégâts. Et donc là, je pense qu'à la fois, il faut avoir ce message de protection qui n'a pas été suffisamment envoyé par la gauche, mais il faut un horizon internationaliste, il faut des mesures sur quelle justice fiscale concrète, enfin, qui soit vraiment quelle justice sociale sur les retraites, qui permettent de montrer concrètement à l'électorat populaire que c'est pas l'extrême droite qui va les défendre le mieux. Et là, de ce point de vue-là, voilà, je pense que sur l'Europe, à nouveau, je reviens quand même là-dessus, si le message est simplement on balance tous les traités et on ne sait pas quel autre horizon internationaliste on veut mettre à la place, alors sur ce terrain-là, le souverainisme intégral, disons, du Rassemblement national sera toujours supérieur à la copie, quoi, hein, et l'électeur, c'est là qu'il s'y retrouvera. Et donc voilà, c'est ça pour moi la difficulté, le cœur de la difficulté. Je fais une parenthèse qu'a ouvert François et que je reviens, je pense qu'il a dit sur les dirigeants et les riches et la symbiose entre les deux est fondamentale. Et juste comme pour ceux qui ne sont pas au courant, puisque tu as fait référence au prix de la démocratie, très bon livre de Cagé, je veux quand même dire que la loi actuelle en France, et c'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire que vous donnez 7 500 € au parti de Macron, ou à un autre parti. Déjà, il faut avoir les moyens de donner 7 500 €
Vous donnez 7 500 € au parti de Macron. Eh bien, en fait, ça vous coûte que 2 500 € parce que vous avez 5 000 € de réduction d'impôts qui vous sont payés par le reste des contribuables. Donc le système légal actuellement en France, c'est que de façon parfaitement légale, les classes populaires, les classes moyennes subventionnent les préférences politiques des plus riches en leur filant 5 000 € à chaque fois qu'ils décident de filer 7 500 € à Macron. Alors que le financement public des partis politiques de l'autre côté, c'est l'équivalent de 1 ou 2 € par citoyen. On va distribuer 50, 60 millions d'euros aux partis politiques en fonction de leur score, etc. Et les ordres de grandeur, c'est l'argent public, c'est 1 ou 2 € pour le citoyen moyen, et puis 5 000 € d'argent public pour celui qui a les moyens de donner 7 500. Et bien ce truc complètement fou, ça a été mis en place en France, et aucun gouvernement l'a changé, y compris entre 2012 et 2017. Je pense sur ces questions, alors évidemment, il y a des personnes qui ont des intérêts et qui savent les défendre, mais il y a aussi une absence d'implication collective citoyenne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention suffisamment collectivement à tous ces petits détails dans les règles fiscales, sociales, etc., mais qui, pour finir, nous retombent dessus. Et donc je pense qu'on a besoin d'une application, on a besoin nouveau quand même d'un programme d'action qui dise voilà ça, cela, c'est changé, quoi. C'est pas, on n'en discute pas, on le change, là pour le coup on n'attend pas le mouvement social, etc. Enfin, s'il y a une majorité, il faut que il y a des choses comme ça, il faut quand même les avoir noir sur blanc, parce que sinon, voilà, les promesses de 2012, notre ennemi c'est la finance, on va renégocier l'Europe, etc. Quand on s'en tient à des formules creuses et à des trucs vagues, bah, forcément à la fin on a quelque chose de mou. Non, mais je vais donner la parole au public parce que j'ai 8h30. Donc... Ah, d'accord. S'il y a un micro, on va faire tourner 2 micros, je pense. C'est peut-être une question libre, mais est-ce qu'il n'a pas aussi été élu parce qu'il avait envie d'être élu, parce qu'il savait ce qu'il allait faire derrière, et que c'est pour ça que, par exemple, François Bayrou s'est rallié à lui, là où à gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne se sont pas mis d'accord, et entre autres notamment parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire une fois qu'ils allaient arriver au pouvoir, parce que le contre-modèle, de manière relativement concrète, n'existait pas, et donc, est-ce qu'il n'y a pas une demande d'alternatives politiques, mais pas d'offres suffisamment concrètes, suffisamment tangibles pour que les gens y croient en face? Bonjour. Il va y avoir une femme quand même à un moment. Oh, ouais, c'est vrai. Non, c'est sérieux. Est-ce que vous voulez dire ça? Oui, je voulais savoir si, en fait, quand on observe le phénomène de... Enfin, aujourd'hui, la stagnation de la croissance, elle est observée et avec les problèmes écologiques, elle devient insoutenable. Accepter ce fait et le revendiquer, ça peut pas être un moyen de justement faire accepter, évoluer toutes les, le souhait vers une plus forte égalité. Est-ce que par ce biais-là, on peut forcer les idées à évoluer vers la fin des inégalités par le biais de la fin de la croissance? Bonsoir. Alors, moi j'ai plusieurs points. Je voudrais avoir votre avis sur plusieurs points. D'abord, comment on est arrivé à un point où le gouvernement, ou le système, on pourrait caractériser presque de système régalien, comment ce gouvernement est arrivé à ignorer totalement le peuple et ses revendications, mais aussi, alors c'est plusieurs points particuliers, mais aussi comment ça se fait qu'il y a seulement 1%, si je ne me trompe pas, d'ouvriers à l'Assemblée nationale alors qu'ils représentent une grande partie de la France. Je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est assez inadmissible, alors que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple. Un autre point aussi, Emmanuel Todd a sorti un article à travers l'OBS hier, je crois, et il dit que la réponse à la crise pour les 50 prochaines années, c'est la lutte des classes et c'est appliquer la théorie marxiste. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Et un tout petit
dernier point. Dans votre ouvrage, si je me trompe pas, en fait, je n'ai pas lu votre ouvrage, mais j'ai vu des interviews. Et vous proposez notamment une aide de 125 000 € qui permettrait de réduire les inégalités. Les inégalités financières notamment, mais qu'en est-il des inégalités culturelles aussi, des inégalités dues aussi au patrimoine culturel, et comment aider les collectivités territoriales à se développer Alors on va prendre une dernière question et on laisse Thomas Piketty et François Ruffin répondre, et puis après on prend une autre série de questions. Bonsoir, ceci dit, s'il y a une femme qui veut poser une question, On vous prend après. La prochaine. Merci de laisser la parole. Merci de vous avoir. Vas-y. J'ai une question pour François Ruffin. J'ai lu attentivement ton livre et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui donnaient envie d'agir et lutter, mais j'avais l'impression qu'il y avait un gros vide sur comment est-ce qu'on envisage, comme le disait Thomas Piketty, les relations au sein de l'Europe et même avec les autres pays. Ça va être très bien la lutte en France, et si on arrive à obtenir plus de justice en France, c'est cool, mais comment est-ce qu'on va répondre aux enjeux environnementaux juste avec la France? C'est pas évident, on voit bien comment la COP une espèce de vaste fumisterie. Je sais pas, j'ai aucune idée de quelles seraient les solutions, et ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a un moyen de recréer une Europe plus forte, ou est-ce qu'il faut complètement faire quelque chose? Je sais pas. Le camp d'en face peut s'appuyer sur des châteaux forts, et nous ne pouvons nous appuyer que sur des châteaux de sable. C'est-à-dire, en face, je l'ai dit, la Banque Centrale Européenne, le MEDEF, les médias de Drahi, les médias de Niel, les médias de Arnaud, ce sont une somme de forteresses qui sont là pour soutenir leurs opposants, et quand ils voient que c'est Fillon c'est plus trop bon, mais que c'est Macron qui est leur porte-drapeau, il faut voir la puissance de feu de ces forteresses pour se grouper autour de leur porte-drapeau. Et nous n'avons, nous, que des châteaux de sable. Ça veut dire que tous les matins, eh bien, les bonnes volontés, il faut les réveiller, les espérances, il faut les réveiller. Dans un camp qui est amoindri et qui est comme des petits grains de sable, on essaye de reconstruire les châteaux, et une vague passe, et il faut à nouveau recommencer et remettre les gens debout, et leur redonner envie, et leur redonner à espérer. Voilà la réalité aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur la grande CGT, sur le grand parti communiste, sur ces grandes choses-là, et donc on en est là à pouvoir seulement être une agrégation tous les matins des petites espérances. Voilà, je le regrette, mais c'est la réalité du temps qu'on vit, et donc il y a un temps difficile, et donc évidemment, quand il y a une course qui s'engage, comme étant celle de la présidentielle, c'est à armes extrêmement inégales, et pas seulement pour les raisons de dégrèvements fiscaux à hauteur de 66%, mais qui s'engagent entre ce que Marx appelait une classe pour soi, qui a conscience de sa force, qui a confiance en elle, et qui sait qu'elle doit se serrer les coudes pour tenir le pouvoir et maintenir ses privilèges, comme les seigneurs avant 1789, et de l'autre côté, des classes qui ne sont que des classes en soi et qui n'ont absolument pas aujourd'hui conscience de la force qu'ils peuvent avoir quand ils s'agrègent, et qui, le lendemain d'une bataille, vont être à nouveau à remettre bout à bout et à remettre debout. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve, à devoir maintenir l'âme des gens, parce que c'est par là qu'on s'effondre. On s'effondre par le courage qui n'est plus là, par le dégoût qui s'installe, par la résignation qui vient dans le cœur des hommes. Voilà la bataille que nous avons à engager. Elle est une bataille sur le terrain de la répartition, mais c'est une bataille qui touche au fond à l'âme. C'est comment on fait pour que les hommes ne soient pas découragés quand ils se lèvent le matin. Et voilà. Alors, je ne sais pas forcément, je vais continuer dans un style différent, mais complémentaire, je pense. Alors,
Quelques points. Donc je vais reprendre dans l'ordre les questions qui ont été évoquées. Sur Hamon-Mélenchon ne savait pas ce qu'ils voulaient faire ensemble. Je crois que malheureusement c'est une partie du problème, mais c'est ça que sur quoi j'ai essayé d'insister ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie question de trouver du commun ensemble en termes de volonté de transformation. Et donc sur la question de l'Europe qui a été évoquée à la fin, je pense que ça fait partie du cœur du problème. Moi j'ai un peu essayé pendant la campagne de débattre avec moi les moments les meilleurs que j'ai le meilleur souvenir de la campagne 2017, c'est de débattre avec des responsables insoumis sur la question de l'Europe et essayer de voir si on peut arriver à converger sur un vrai plan A, c'est-à-dire une vraie autre Europe, à proposer aux pays qui le souhaiteront, qui seront forcément qu'un petit nombre de pays pour commencer, et peut-être même que ça prendra très longtemps avant de simplement convaincre la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne, c'est encore plus compliqué d'accepter, mais c'est important que ce soit posé sur la table, parce que si on ne fait pas une autre proposition sur une autre Europe, et qu'on se contente de dire on sort des traités existants, quelle est la différence avec ceux qui veulent juste sortir pour toujours et faire de la souveraineté nationale le seul horizon? Si on n'a pas un horizon internationaliste à proposer, qui sommes-nous? Enfin, on n'est plus nous-mêmes. Donc là, je pense que c'est très important de mettre sur la table un horizon internationaliste. Donc je rappelle les quelques éléments qu'on va essayer de poser sur la table qui sont 5% de la solution. Il reste 95% quand on met sur la table un nouveau traité pour organiser la relation entre les Européens. On prétend pas, il reste 95% à remplir. Donc on peut balancer tous les articles, en garder deux, mais au moins mettre quelque chose. Et donc le point de départ dans le projet qu'on a amélioré depuis, avec vraiment beaucoup de citoyens, beaucoup de personnes qui réfléchissent à l'Europe, c'est sur la question de la justice fiscale, de proposer. Le gros problème qu'on a actuellement, comme on sait, c'est la règle de l'unanimité en matière fiscale, qui fait que le Luxembourg, avec c'est même pas moins de 1%, c'est moins de 0,1% de la population européenne. La population européenne, c'est 500 millions, le Luxembourg, c'est plus de 300 ou 400 000, donc c'est même pas 5 millions, ce qui serait 1%, c'est même pas 500 000, donc c'est moins de 0,1% de la population européenne a un droit de veto sur toute fiscalité commune. Donc en 1789, l'aristocratie, c'était 1% de la population, elle avait un droit de veto sur les impôts. Et à un moment, il a fallu dire non, on en sort de ça. Bon, là, et encore pire, c'est 0,1%. Donc on a créé un système institutionnel qui est une machine à fabriquer la concurrence de tous contre tous, la concurrence fiscale éternelle. Il faut en sortir. Donc la proposition qu'on a essayé de développer. Ouais. Vous voulez dire quand même que vous voulez s'en sortir, alors que l'Europe, pour changer quelque chose, il faut l'unanimité. Non, mais on peut pas. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais l'unanimité. Ah ben non, mais ça, je suis d'accord qu'il ne faut pas attendre l'unanimité pour sortir de l'unanimité. On est d'accord. Alors je redis la solution, d'après moi, c'est de sortir d'un certain nombre de règles qui sont actuellement dans les traités européens, mais en même temps de proposer d'autres règles. Excusez-moi, c'est comment sortir? Puisque là, pour voter quelque chose, il faut l'unanimité. Non, mais il y a des. Alors je vais vous dire très clairement. Excusez-moi, je suis assez concret. Ah non, mais c'est super concret, je vais essayer de vous répondre tout aussi concrètement. Je prenais tout à l'heure l'exemple des traités sur la libre circulation des capitaux, qui effectivement, on dit, voilà, il y a un droit sacré à pouvoir transférer ces capitaux, on a fait fortune sur les infrastructures du pays, et maintenant, hop, vous pouvez sortir n'importe où et personne n'aura l'information. Ça, il faut en sortir unilatéralement. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et ça, on va attendre. Si vous attendez que le Luxembourg et l'Irlande soient d'accord pour réécrire ce traité, vous ne le réécrirez jamais. Donc, il faut en sortir. Je pense qu'il faut assumer, dans un certain nombre de cas, des sorties unilatérales de traités existants ou d'articles à l'intérieur de traités existants. Mais, et j'ajoute ce second point, si vous voulez le faire, il faut dans le même temps montrer que vous avez une autre proposition à faire, qui ne sera pas adoptée tout de suite, qui sera peut-être jamais adopté, dans le cas, le scénario le plus pessimiste, mais qui, je pense, permettra de montrer qu'il y a un autre horizon possible, et qui, pour finir, je pense que, vous savez, on ne peut pas faire l'Union européenne, la zone euro, sans la France. Donc je pense qu'à la fin des fins, il y aura des négociations, il y aura des compromis qui seront trouvés, et dans tous les cas, même si ça met très longtemps, et même si on n'y arrive pas tout de suite, je pense que c'est capital d'indiquer un horizon internationaliste. Parce que si on a à nouveau comme seul horizon, juste la sortie et un repli sur l'État-nation, alors vraiment sur ce terrain-là, il y aura toujours des personnes qui seront beaucoup plus fortes sur ce terrain-là. Et puis c'est pas seulement pour le plaisir d'être plus fort que les autres, c'est juste que le repli sur l'État-nation, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, chaque pays, qu'on soit gouverné par Mélenchon ou par Le Pen,
un pays qui se replie sur lui-même se retrouve à la fin des fins à faire plus de dumping social, fiscal, environnemental qu'il le souhaiterait. Il y a des prix dans des logiques. Donc je pense qu'il faut indiquer cet horizon internationaliste. Donc je reprends ce que j'indiquais sur la justice fiscale. L'idée, c'était de proposer aux autres une assemblée basée sur les assemblées nationales, les parlements nationaux, en proportion des populations des différents pays, en proportion des groupes politiques, qui auraient compétence pour voter, par exemple, si on veut faire aujourd'hui, la taxe carbone, on va taxer les mobylettes, la personne qui prend une mobylette ou la voiture pour aller au travail, et puis la personne qui prend un avion pour partir en week-end à Rome, il n'y a pas de taxe. Bon, l'Assemblée comme ça aurait le pouvoir pour voter à la majorité une taxe de ce type-là. Idem pour un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, sur les plus hauts patrimoines, sur les plus hauts revenus. Peut-être que cette Assemblée, elle ne va pas exister tout de suite, et peut-être que si elle existe, elle ne les votera pas. Mais au pire, justement, elle ne fera rien, et ça n'empêchera pas au niveau national, et c'est là que j'insiste sur l'aspect que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que dans le même temps, au niveau national, on se redonne des marges de manœuvre, en particulier en sanctionnant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure si vous ne l'avez pas entendu. Alors justement, très bon exemple sur les GAFA. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui, regardez, la proposition qui a été faite par le gouvernement français sur les GAFA, c'est de dire, quand vous avez des GAFA qui font des chiffres d'affaires en France, et qui, avec leurs profits localisés en Irlande ou ailleurs, ne payent pas d'impôt sur les sociétés, alors on va leur faire payer sur leurs ventes en France. Sur le principe, la logique, elle n'est pas absurde, sauf qu'il n'y a aucune raison, premièrement, il n'y a aucune raison de la limiter au GAFA. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, c'est l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles soient dans l'énergie, dans l'automobile, dans l'électronique, qui vendent en France, et qui, dans le pays où ils ont domicilié leurs profits, ne payent pas le même taux qu'en France, eh bien, il faut faire payer en proportion de ce qu'ils importent, de ce qu'ils exportent en France, le manque à gagner qu'ils auraient dû payer. Et ça, c'est parfaitement possible de le décider et de l'appliquer comme ça. Alors, c'est vrai que c'est une violation des traités européens actuels, parce que ça peut être interprété comme une taxe sur les échanges, sur les importations. Avec quand même une différence, alors, premièrement, il faut assumer parfois le fait de sortir du cadre actuel, et puis il y a quand même une grosse différence avec simplement des droits de douane de type classique, c'est que là, on dit aux autres pays, si vous remontez votre taux d'imposition sur les sociétés à 30%, alors on arrête de faire payer le reliquat sur ces exportations. Donc c'est pas exactement le protectionnisme classique, c'est plus un protectionnisme incitatif pour amener vers plus de justice fiscale. Ce qui, au passage, par rapport à vous mentionniez tout à l'heure Emmanuel Todd et sa vision de la lutte des classes, bon, moi j'ai beaucoup de sympathie pour mon ami Emmanuel Todd, mais parfois, je crois qu'il est trop optimiste sur ce que le protectionnisme en tant que tel va générer. Enfin, parfois, à l'entendre, on a l'impression qu'il suffirait d'augmenter les barrières douanières à l'entrée de la France, et hop, les salaires se mettraient de croître de 5% par an, et le pouvoir d'achat repartirait, et les 30 glorieuses repartiraient pour 30 ans. J'y crois pas complètement. Je pense qu'il y a un protectionnisme intelligent qui peut être parfois justifié. Il y a évidemment une taxe sur toutes les émissions carbone contenues dans les importations, donc ça c'est évident. Il y a aussi un protectionnisme incitatif pour essayer d'amener les pays à arrêter de faire du dumping fiscal. Donc il y a toutes ces formes-là, mais le message le message sur lequel Emmanuel Todd insiste beaucoup actuellement, qui est le pouvoir d'achat en France s'effondre et on pourrait repartir à la hausse simplement grâce au protectionnisme. Je pense que là on sème en partie un faux espoir. Bon, sans compter que la croissance, et j'en reviens à la question sur la décroissance, et pas forcément le but ultime de sans cesse produire, d'avoir plus de iPhone, etc., etc. Et puis par ailleurs, ça ne permet évidemment pas de résoudre les défis climatiques. Donc moi je dis oui à la décroissance, mais disons oui à la décroissance notamment des hauts revenus. C'est-à-dire que la décroissance comme objectif général et la décroissance pour les plus bas revenus, bon, il faut faire attention, c'est-à-dire que oui, il y a plus de temps libre, et à condition aussi ça dépend quand même combien vous avez par mois, quoi. Il faut quand même faire attention à ce qu'on est en train de dire par rapport à des personnes qui sont à 1 000 euros, qui sont à 1 500 euros, et voilà, il faut quand même continuer de prendre en compte le revenu et le salaire comme un des éléments permettant de définir un objectif de justice sociale. C'est-à-dire si on oublie tout objectif en termes de justice sur les revenus et les salaires, et qu'on a uniquement des objectifs environnementaux qu'on doit avoir, mais si on oublie complètement les objectifs socio-économiques, justice socio-économique,
on ne va pas arriver à construire une répartition juste et une norme de justice qui soit acceptable pour les uns et pour les autres. Et je finis juste, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, qui est l'histoire de l'héritage pour tous à 120 000 €, qui est un truc qui est évoqué dans mon bouquin, qui n'est pas du tout c'est pas censé être la solution miracle à tout, et ça ne règle absolument pas la question de la gouvernance dans les entreprises, le pouvoir pour les salariés, ça ne règle pas la question des collectivités locales, ça ne règle pas la question de la justice éducative, ça ne règle pas la question de l'Europe. Néanmoins, je pense que c'est quand même important, et là, c'est vrai que je juste retire les choses. Hein. Moi, ce que je propose, c'est d'utiliser un impôt sur les successions augmenté sur les plus hautes successions, et un impôt progressif sur la fortune augmenté sur les plus hautes fortunes, pour effectivement que tout le monde à 25 ans, et en particulier tous ceux qui actuellement n'héritent de rien du tout, en gros vous avez la moitié de la population qui hérite de zéro, et les 2 tiers qui héritent de très très peu de choses, et qui souvent vont passer leur vie à devoir repayer des loyers sur leur salaire à des enfants de propriétaires, disons, pour résumer. Et donc c'est quand même un problème. Et donc pouvoir avoir 120 000 €, ça peut permettre d'acquérir son logement. Bon, il ne faut mieux pas que ce soit à Paris, mais il n'y a pas que Paris en France. Ça peut permettre aussi de faire des choix professionnels un peu plus risqués, c'est-à-dire d'entreprendre des choses, d'avoir des activités où vous êtes moins à devoir cracher votre loyer chaque mois, donc vous pouvez faire des choses. Alors moi, ce que je propose là-dessus dans le bouquin, c'est vraiment tout sauf radical, parce que j'ai eu des réactions invraisemblables des journaux, genre Les Échos, L'Opinion, qui se prétendent libéraux, et qui m'ont dit, ah mais quand même, là, tous ces enfants des classes populaires et des classes moyennes, vous voulez leur donner 120 000 €, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça ne va pas diminuer leurs incitations au travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des limites sur comment ils vont l'utiliser? Alors que les mêmes personnes, quand il y a des gens qui héritent de millions, dizaines de millions d'euros, là ça ne leur pose aucun problème, il n'y a aucune limite à mettre sur ce qu'ils vont en faire, et évidemment, comme chacun sait, ils l'utilisent toujours bien. Alors, le barème qui est proposé dans le bouquin, c'est vraiment tout sauf radical. Que quelqu'un qui s'apprêtait à toucher 0 va toucher 120 000, et quelqu'un qui s'apprête à toucher 1 million, après passage du barème déposé, il continuera à toucher 620 000, ce qui serait moins qu'aujourd'hui, mais ça reste un écart considérable, et si vous voulez mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette direction. Mais je pense que pour aller plus loin dans l'imposition progressive des successions et de la propriété, c'est important de montrer qu'il y a des personnes qui sont directement partie prenante et qui peuvent y gagner. Parce que si vous vous contentez de taxer certains groupes et que les gens derrière qui cherchent à accéder à un appartement, à une maison, pour arrêter de payer des loyers à un propriétaire toute leur vie, qu'eux ils n'y gagnent pas, tous les discours des groupes dominants disant voilà, vous voulez juste taxer les riches, empêcher l'innovation, etc., ont plus de force que si vous montrez clairement les groupes qui peuvent y gagner. Merci. Oui, juste sur la fin de la croissance. Moi, je suis pour la croissance, c'est-à-dire comme on est agnostique, moi je suis même pas décroissant, mais j'ai viré la croissance de mon champ de vision, quoi. Évidemment, je veux dire, la logique jusqu'à maintenant, depuis les années 70, ça a été de dire il faut faire grossir le gâteau. Si on fait grossir le gâteau, il y aura des plus grosses miettes pour les pauvres, et puis les riches, ils auront des plus grosses parts aussi. Là d'abord, le gâteau, il est pourri, maintenant. Et ensuite, il faut demander la répartition du gâteau lui-même. Donc c'est vrai que pour moi, les deux vont ensemble. Je suis toujours pour le consommer moins et pour le répartir mieux. Et on ne peut pas se priver d'une des deux jambes. C'est-à-dire que oui, globalement, il faut aller vers une moindre consommation, mais évidemment, ce n'est pas les pauvres qui doivent consommer moins, c'est d'abord les plus riches qui doivent consommer moins, donc ça va avec répartir mieux. Ensuite, sur l'aspect international, qui, il faut l'admettre, l'aspect où je ne suis pas le plus à l'aise. Pour moi, la première erreur de François Hollande en 2012, c'est que son premier geste de politique internationale est de donner une interview à la chaîne de télévision privée grecque en disant « Votez bien, ne votez pas Syriza ». Et de fait, Syriza va perdre en 2012. Normalement, un dirigeant socialiste conséquent et qui prétend transformer l'Europe, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Mais on peut en discuter. Mais enfin, le gars qui y croit, il se dit, je vais aller chercher des alliés dans le maximum de pays européens pour construire un rapport de force et transformer cette Europe. Donc sa priorité, elle devrait être d'avoir un allié en Grèce, mais elle aurait dû être d'aller au Portugal, d'aller à Madrid, d'aller à Rome, et y compris quand ce sont des gouvernements de droite
pour construire un front du refus face à une Europe ordolibérale qui met sous le joug l'Europe du Sud. Et moi, pour moi, il y a un devoir d'aller chercher ces alliances-là aujourd'hui. Ce n'est pas un isolement français, c'est comment on construit des liens, et notamment aujourd'hui avec les pays du Sud, mais la Belgique par exemple est un pays qui est en souffrance aussi. Après, il y a un rapport particulier de la Belgique à l'Union européenne, compte tenu de l'installation des institutions européennes à Bruxelles, quoi. Mais il faut aller chercher des alliés. Pour moi, il y a un mouvement de désobéissance aux traités européens, notamment. Imaginez qu'on ait mis dans les traités européens la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. C'est non seulement au sein de l'Union européenne, mais l'objectif c'est que les capitaux ils circulent avec le maximum de fluidité entre Hawaï et Paris, puis entre Paris et Hong Kong, puis entre Hong Kong et Rome, et ainsi de suite. Normalement, enfin moi je ne suis pas du tout pour cette libre circulation des capitaux, y compris avec les pays tiers. Donc il doit y avoir un certain nombre d'actes de désobéissance qui doivent être posés, mais en même temps, il faut chercher les alliances qui vont pouvoir se créer au niveau européen, que ce soit par d'autres traités, éventuellement d'abord des traités bilatéraux qui peuvent être signés, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a, y compris, je dirais, avec des gouvernements de droite, il y a un certain nombre de terrains d'entente qui peuvent être trouvés pour... et alors, mesurer l'importance de la France. Quand c'est l'Islande qui allume une lumière, on regarde la lumière qui s'allume dans le tunnel. Quand elle vient d'autres pays d'Amérique du Sud, on regarde ce qui peut s'inventer là-bas. Mais si c'est la France, 6e puissance capitaliste mondiale, qui met en place des mesures de redistribution, d'avancée écologique, ça rouvre l'imaginaire politique, pas seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. C'est une lumière qui s'allume dans le tunnel, et elle sera regardée. Et on ne peut pas attendre. Et c'est là où, en fait, je pense que le cœur de la réflexion d'Emmanuel Todd, même s'il n'énonce pas toujours de cette manière-là, est une question sur, quelque part, le dumping démocratique qui est fait. C'est-à-dire, on n'a pas seulement un dumping fiscal, on n'a pas seulement un dumping social, mais au nom du libre-échange, on a un dumping démocratique qui fait qu'on ne peut plus rien faire par crainte de ne plus être concurrentiel, de ne plus être compétitif, et ainsi de suite. Et en fait, ça met la démocratie sous la coupe réglée des multinationales qui en permanence peuvent, comme dans un supermarché mondial, aller chercher là les plus faibles normes écologiques, aller chercher ici les plus bas taux de fiscalité, et ainsi de suite. Et je pense que dans la réflexion d'Emmanuel Todd, ce qui compte, c'est surtout la reprise en main de notre destin commun. C'est-à-dire comment on refait communauté et comment on peut prendre des décisions à l'échelle, en l'occurrence d'une nation, mais à l'échelle d'un territoire, qui nous redonne du pouvoir. Et au fond, le libre-échange a aussi été tout un temps de perte de substance de la démocratie. Et je pense que si la France prend des mesures d'avancée, on sera suivi. On rouvrira un champ du possible. Et là, ce qui nous tue, je vais faire le lien avec une autre question qui me disait « je ne reconnais pas de représentants ». Moi, quand on me croise dans la rue et qu'on veut dire du bien de ce que je fais, c'est vous nous apportez de l'air. Votre manière de faire, elle apporte de l'oxygène, votre manière de parler, ainsi de suite. Aujourd'hui, on meurt d'étouffement. On meurt d'étouffement de l'imaginaire politique au niveau national, mais on meurt d'étouffement de l'imaginaire politique au niveau international. Et il est évident que, quelles que soient les limites qui soient rencontrées par un pouvoir qui viendrait remettre la main à la pâte du côté du progrès social, fiscal, environnemental, sans doute avec des limites, mais il est évident que ça serait un tremblement de terre mondial que ça se produise dans notre pays. Et ça rouvrirait l'imaginaire politique, et ça veut dire que tout le désespoir, toute la résignation, tout le dégoût qui aujourd'hui va chercher refuge dans des solutions de repli nationaliste, nous lui ouvrions une brèche progressiste. Et je crois que, voilà, et si ça se passe, je le dis pour la France, mais si ça se passait en Espagne, si ça se passait en Grande-Bretagne, c'est pas par chauvinisme que je le dis, mais je le dis que si un grand pays développé rouvre une brèche dans l'ordre libéral mondial et qui est une brèche progressiste, c'est
c'est un coup de tonnerre et c'est une bouffée d'oxygène pour la planète entière. Ben, sur ce mot d'espoir, je vous propose de clore parce que je vois qu'il est 9h. Je vous remercie, merci de votre présence. Merci aux ordinateurs et merci à Milan d'avoir pensé à l'image. Merci à toi. Merci à tout le monde.